Ok, ben, bienvenue à ce deuxième atelier consacré au projet Solex. Là, on va commencer. En fait, ça sera un peu un point de revue par rapport à l'invitation que je vous ai envoyée. Donc, vous avez un peu le planning de cette réunion. On va commencer par un peu où on est l'état des commandes des kits. Ben, ça sera François qui va vous dire deux mots sur l'avancement auprès des fournisseurs des kits souscrits. Et puis après, ben, il y aura Christian donc, qui nous parlera à la fois du Solex, mais aussi du Starex, donc de la version stellaire du Solex. Et puis, on aura aussi Stéphane qui va nous parler de la motorisation qu'il a faite du Solex au niveau du réglage de l'orientation du réseau. Et puis, on terminera aussi par Xavier qui nous fera voir un peu toutes les améliorations qu'il a faites sur le Solex, notamment les verniers, parce que c'est lui qui les a conçus. Et puis aussi la manière de protéger le Solex des rayonnements solaires pour pas qu'ils se mettent à fondre en plein soleil. Voilà, donc sans plus tarder, je laisse la parole à François qui va tout vous dire sur l'état des kits Solex. Oh, tout, je ne sais pas. Merci Olivier. Bonjour à tout le monde. Un bonjour très sincère. Comme je disais, là, on connaît beaucoup de gens, mais pas tout le monde, et ça fait vraiment plaisir de voir des visages un petit peu nouveaux là. Donc soyez les très bienvenus. C'est Christian qui va prendre la parole et dire les choses les plus importantes aujourd'hui. Juste, je profite d'avoir la parole pour donner un petit peu des nouvelles sur la fabrication et puis les dates de livraison. On a comme une certaine pression parce qu'on sent que les instruments sont en train d'être montés et qu'il manque plus que les optiques, il manque plus que les trucs à mettre dedans. Mais on peut difficilement aller plus vite. On peut pas mettre la... C'est quoi l'expression là? On peut difficile d'aller plus vite que la musique. La situation, c'est que, donc je l'ai écrit dans un message il n'y a pas longtemps, on devrait livrer dans la deuxième quinzaine d'avril. On a commencé à recevoir des pièces, on devrait en recevoir d'autres. Alors celles qu'on a reçues, c'est des fentes. On devrait en avoir d'autres la semaine prochaine, qui sont les supports de fente et puis les réseaux. Et puis après, c'est les lentilles qui fermeront la marche. Alors, bon, pour la petite histoire, hein, quand on a lancé ce projet, on avait fait des paris en disant il faudrait qu'il y ait 25 commandes. Et puis au bout du compte, il y en a plus de 150. Donc, c'est effectivement le projet qui était un projet modeste au départ est devenu quelque chose d'assez important. Donc, ça fait une logistique. On se gratte un peu la tête là pour voir comment on organise tout ça. Alors, on prend ça, c'est plutôt rigolo, puis c'est une bonne nouvelle. Hein, c'est pas, j'ai vu que je crois que Christian t'a dû marquer dans un message qu'on avait été dépassé un peu par les événements. Non, 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 pas dépassé du tout. Mais ça oblige à s'adapter un petit peu. Oui, je disais ça, en fait, faut faire attention à ne pas confondre vitesse et précipitation. Et du coup, quand on aura toutes les pièces, on en enverra un jeu complet à Christian de façon à ce qu'il valide la qualité et puis qu'on soit sûr effectivement qu'il n'y ait pas de problèmes techniques. Et puis pour tout vous dire, là, donc on a reçu les fentes, on en a envoyé chez Christian, et puis on a une petite inquiétude là. Alors c'est tout récent, ça vient d'arriver vendredi, donc on reste calme, et puis j'ai pas encore réussi à contacter le fournisseur, on va voir avec lui, mais on n'est pas à l'abri de ce genre de soucis. Bon, en même temps, c'est une péripétie, et puis c'est un petit peu, la vie sans les soucis, ce serait pas rigolo. Mais voilà, ce qui est important pour moi, c'est qu'on prenne le temps quand même de faire les choses calmement, sérieusement, et puis qu'on envoie du matériel de qualité. Donc si tout va bien, j'espère au début de la deuxième quinzaine d'avril, si peut-être avant, si tout va vraiment très très bien, mais je pense qu'il faut plutôt se mettre dans le crâne la deuxième quinzaine d'avril. Et donc, j'ai bien conscience que c'est rigolo cette pression entre le fait de dire il y a un enthousiasme énorme et puis j'aimerais bien que ça aille plus vite en fait. Et je vois bien que là, tous les UVEX qui sont déjà fabriqués, les UVEX, pardon, les Solex qui sont déjà fabriqués, ce serait bien qu'il y ait déjà les optiques. Mais j'ai envie moi juste d'attirer votre attention, enfin de marquer un petit point qui est important, c'est que l'enthousiasme qu'il y a dans ce projet, il est gigantesque, il est énorme, il est contagieux, hein, il fait du bien. Maintenant, il faut qu'on prenne le temps tous ensemble de faire en sorte que le projet soit vraiment une réussite, c'est-à-dire que tous les gens qui reçoivent leur matériel arrivent dans des délais raisonnables, des délais courts, à faire effectivement des spectres.
Et je ne vous cache pas que moi, je suis un tout petit peu inquiet quand je vois Christian, la vitesse à laquelle il va, enfin, là, on ne le retient plus, et puis il est en train de sauter dans tous les sens, là, en train d'investiguer plein de trucs. Je vous promets qu'on n'ira pas aussi vite que lui, et je vous invite vraiment à ce qu'on prenne le temps. Déjà, ne soyez pas impressionnés. Il va falloir du temps pour que votre Solex il commence à donner des images, parce qu'il va falloir s'habituer à pas mal de choses. Et je pense que c'est vraiment, enfin, puis en plus Christian le redira certainement, je pense qu'on est d'accord là-dessus, mais c'est super important. Ce sera vraiment une réussite ce projet si on arrive à avoir des images, quoi. Et voilà, donc il faut qu'on aille vite pour vous livrer les optiques de façon à surtout pas faire retomber l'enthousiasme qui est actuellement dans le projet. Mais derrière, prenons le temps de faire les choses sérieusement. Et puis deux, ne soyez pas inquiets. Et si jamais vous sentez un petit peu dépassé, sachez qu'il y a une motivation très très importante de Christian, de Cheliac aussi, même si notre participation là-dedans n'est pas gigantesque, mais de façon à ce que vous puissiez arriver rapidement au résultat et puis faire des images du soleil fantastiques. Et puis après, pourquoi pas des spectres d'étoiles, etc. Voilà, voilà. Et bon, évidemment, s'il y a des questions, je suis là pour y répondre. Mais je vous promets qu'on essaie de faire vite. Je vous promets qu'on essaie d'aller rapidement sur la livraison de ces kits. Et puis de notre côté, on vient de recevoir l'imprimante Prusa. Elle vient d'être montée et je pense qu'on fera les premiers essais en début de semaine. Et puis l'impression des pièces la semaine prochaine. Et de mon côté, je suis impatient comme vous. Voilà. Allez, je te passe la parole, Christian. Merci. Là, on ne t'entend pas pour l'instant. Le micro coupé, là. Ah, alors, vous m'entendez? C'est bon. Ah oui, d'accord. Donc, oui, pour rebondir sur ce que tu dis, François, l'idée quand même à la base, c'est quand même que tout le monde fasse des images, s'éclate avec. Ce sera sur un moment très progressif. Et en fait, effectivement, je ne sais pas que je ne suis pas le bon exemple à suivre, mais la démarche est plutôt d'explorer à l'avance de phase pour voir les pièges et les potentiels, et puis aussi pour parfois motiver. Maintenant, effectivement, vous allez aller très vite, parce que je pense que, et ce qu'on voit d'ailleurs, c'est que tous les gens s'entraident. Il y a beaucoup de choses qui se passent, et vous allez me dépasser aussi, parce que ça, c'est clair. Et donc, j'ai le soleil derrière moi qui commence à taper, là, c'est vachement un bon signe, en fait. Et donc, je pense que cette approche-là, elle est d'essence même donc de Solex. C'est de surtout pas se paniquer sur ce que l'on fait. D'ailleurs, je vais commencer par des slides un peu pointus, mais que vous avez déjà vu d'ailleurs, je pense, pour certains. Mais simplement, sachez que cette démarche, elle est vraiment très, très pédagogique, très éducative. Et puis, bon, on va plus s'amuser, tout simplement. Voilà. Donc, je pense qu'on va être décontracté par rapport à ça. Voilà, je n'ai pas du tout d'inquiétude. Voilà, alors je vais essayer de partager l'écran pour essayer de faire deux points, un point d'étape sur Solex, hein, mais très rapide, hein, et un point d'étape sur Starex aussi très rapide. Voilà, et après, on laissera la parole au suivant. Voilà, donc j'essaie de partager l'écran. Si ça veut bien. Vous voyez quelque chose? Oui, c'est bon, c'est bon. Je vais essayer de le passer en plein écran, peut-être. Voilà. Donc, un point d'étape sur Solex. Donc, d'abord, en vous rappelant qu'effectivement, après le premier atelier qu'on a fait, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Bon, je vais passer tous les détails, les péripéties. Puis en particulier ce qu'a cité Olivier, c'est-à-dire beaucoup de Solex qui se sont déjà construits en avance de phase. Et aussi, de notre côté, on a pris l'initiative effectivement d'étendre le kit optique de Solex pour le rendre plus puissant. Bon, moi, justement, ça fait partie des retombées de mes travaux. On sent bien que on pourrait faire mieux encore, peut-être. Et donc, le projet est totalement évolutif. Et donc, on a ajouté une optique supplémentaire. Bon, grâce au succès, on a déjà souligné, on a pu le faire. Et donc, moi, je l'utilise assez souvent, mais ça complexifie un petit peu la notion de kit 3, enfin d'impression, puisqu'il y a plusieurs options, c'est assez compliqué. Mais enfin bon, j'ai essayé sur le site de clarifier les choses. Et puis aussi une fente dont François a dit un mot, qui va arriver, là, ou qui passe d'arriver, qui est un peu plus haute, qui fait 4 mm et demi. Ça aussi, c'est un besoin qui est arrivé en cours de route.
On a senti quand même que beaucoup d'entre vous avaient des lunettes qui étaient un peu plus longues que 300 mm, par exemple, et que donc peut-être 400 mm, 450, voire 500 mm. Bien que je ne recommande pas d'utiliser des lunettes de très grande focale avec cet instrument. Je me suis déjà expliqué là-dessus, on pourra y revenir éventuellement. Et donc, l'idée, c'était d'avoir un champ plus large avec le plaisir et la facilité aussi de faire un balayage du soleil à une seule fois, quoi, hein, quand on a une focale typiquement en dessous de 500 mm. Ça évite de faire des mosaïques et de complexifier un peu les choses. J'ai plus didactique. Voilà. Donc, au départ, c'était 3 mm, c'est passé à 4 mm et demi. C'est un petit risque technique, hein, parce que, enfin, pas pour la fente elle-même, mais au niveau des possibilités de Solex, car à ce niveau-là, vous comprenez bien, vous le savez tous, hein, vous avez l'imagerie du ciel, etc. Le champ, plus il augmente, plus on a des exigences au niveau de l'instrument. Et c'est pareil pour Solex, c'est un instrument comme les autres. Et le 4 mm et demi, c'est du champ. Ça veut dire qu'on va couvrir une surface sur le ciel, une longueur sur le ciel plus grande. Et donc, il y a des petits effets de bord. Donc, j'ai vu des petites choses déjà, mais bon, mais enfin, ça marche. Voilà, on va dire que ça fonctionne. Donc, c'est potentiellement intéressant. Il y aura des limites, mais on aura l'occasion d'en discuter. Enfin, quoi qu'il en soit, donc, tout ça permet de faire des choses parfois un peu plus compliquées que ce qu'on peut penser à la base, c'est-à-dire, par exemple, simplement faire des images du soleil en H-alpha, par exemple. Mais aussi, par exemple, comme dans cet exemple ici, que j'ai eu l'occasion de montrer, une tentative, qui est vraiment une tentative, hein, de mesure du champ magnétique, où on voit effectivement en bas à gauche une espèce d'image pas très jolie, très bruitée, mais qui est assez forte parce que les intensités que vous voyez dans cette image-là traduisent la force du champ magnétique sur la surface du Soleil. À droite, vous avez une image de référence, je dirais, une image faite par un observateur professionnel au même moment, et on voit les mêmes structures, en fait, hein. Si vous êtes attentif, vous allez voir les mêmes choses. C'est assez remarquable, d'ailleurs. Enfin, de mon point de vue, j'étais un peu surpris. Surpris. Après tout, j'ai essayé pour y arriver. Le fait qu'à droite, il y ait des zones noires et des zones blanches signifie en fait que c'est la polarité du champ magnétique. Il est positif ou négatif, hein, suivant que les forces arrivent vers vous ou s'éloignent de vous. Moi, je ne peux pas voir ça, en fait. Donc, tout est blanc. Mais voilà, l'idée est un peu là. Et ce qui est assez remarquable, c'est qu'on arrive avec un petit instrument qui ne coûte pas très cher, finalement, à réaliser ça avec un peu d'astuce et un peu de méthode. Alors, ça, je rebondis sur ce que disait François Cochard. Il faut un peu de métier pour arriver à faire ça. Mais enfin, on vous apprendra à le faire petit à petit. Voilà, après tout, vaut mieux avoir des espérances que de bloquer, quoi. Voilà. Un autre exemple ici, qui était assez délicat, qui a fait débat, mais dans le bon sens, je pense, c'est par exemple ici une image de la couronne solaire. Alors ça, c'est un vrai challenge parce que observer la couronne en dehors des éclipses de soleil, hein, il n'y a pas beaucoup d'amateurs qui l'ont fait, très peu, peut-être un ou deux, mais encore. Et disons que pourquoi c'est difficile, parce que évidemment la couronne est très très faible par rapport à l'intensité du soleil. Et donc, la voir en dehors des éclipses demande quand même. C'est plus difficile que de voir des protubérances, hein, si vous voulez, hein, si je vais par là, et bien plus difficile. Et en plus, moi j'observe du côté d'Antibes, Cannes, hein, et avec un ciel qui n'est pas nécessairement très très bon. Mais en fait, ce n'est pas le ciel qui limite ici, mais c'est plutôt l'instrument lui-même. Il y a un peu de travail à faire. D'ailleurs, là, ce sera un débat qu'on aura entre nous pour essayer d'améliorer encore cet instrument. Il y a encore des choses à améliorer. C'est sa structure très en kit et très modulaire qui le permet. Alors ici, on voit à gauche, en haut, l'image du continuum. Il n'y a rien sur le Soleil. Au milieu, l'image H-alpha, hydrogène, donc on voit une tache faculaire. Et puis, son zoom un peu, on force, mais alors vraiment forcer, sur le contraste et dans une raie particulière, qui est la raie du fer 14. C'est donc une raie avec un atome de fer très, très ionisé, à des millions de degrés en réalité. On voit une espèce de lueur. Alors, c'est là qu'on peut dire c'est du bruit, c'est pas du bruit, etc. Je trouve que quand j'ai tenté ça, j'avais en même temps une image de référence qui est en bas, qui est une image spatiale, parce que ces genres d'observations se font plutôt depuis l'espace aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup d'observatoires qui observent dans l'arrêt du fer, sinon pratiquement aucun aujourd'hui sur Terre. Hein, d'accord, hein, c'est presque une première, et vous pouvez faire des premières aussi vous-même. On voit en bas une image satellitaire, donc, où on voit effectivement une structure brillante qui s'échappe et qui est un jet coronal en fait. Et donc, on est dans la couronne ici. Pas dans la même longueur d'onde, hein, d'accord, mais on est là-dessus. Donc, en fait, voilà. Donc, ce genre d'observations sont un peu à la limite extrême de ce qu'on peut faire. Mais bon, ça m'amuse de le faire parce que ça permet de voir où on peut mettre les pieds
Et puis, comme le Solex, c'est Solar Explorer, le mot Explorer, pour moi, a une importance absolument fondamentale. Donc, il faut explorer. Voilà. Vous-même pour vous faire votre culture, et puis pour faire de la science éventuellement, ou en tout cas des observations originales, etc. Voilà. Donc, une observation qu'on peut aussi prolonger dans l'infrarouge. Enfin, il y aura plein de choses à dire là-dessus, mais ça nous occupera pendant les mois qui viennent, voire les années qui viennent. Voilà. Je viens un peu plus dans le concret au niveau de Solex, pour dire un ou deux trucs, mais pas énormément de choses. D'abord, David Brégou, que j'ai vu en ligne tout à l'heure, il pourra dire un mot s'il veut d'ailleurs, m'a très judicieusement fait remarquer qu'il y avait une faiblesse dans la conception mécanique de Solex. Vous voyez la flèche en haut qui désigne une partie en fait où il y a une zone d'insert en fait qui est maladroite, qu'on pourrait corriger, et qui fait que la paroi est assez mince à cet endroit-là. Il y a un peu de lumière qui rentre potentiellement dans Solex. David a suggéré d'ailleurs une solution qu'on voit en bas, c'est-à-dire rajouter une pièce. Il a même les fichiers STL, on va probablement les rendre publics, on va les rendre publics. Et donc, c'est une solution possible pour boucher le trou en quelque sorte qui se trouve là. Alors, personnellement, moi, je n'ai pas vu ce trou-là au début, jamais. Et en fait, j'ai fait des dizaines d'images du soleil, je n'ai jamais vu en fait. Mais simplement, c'est ça qui est marrant, c'est que en faisant des images d'étoiles, que je montrais tout à l'heure, c'est en faisant des images d'étoiles la nuit que j'ai vu la lumière parasite qui rentrait dans le spectro. En fait, ce qui se passe, c'est quand le réseau est positionné pour observer le soleil, ce trou est bouché en quelque sorte, la lumière ne rentre pas. Mais quand on observe les étoiles, le réseau a une orientation différente, et à ce moment-là, la lumière rentre, et on peut voir une lueur parfois. Et comme j'observe en ville, enfin quasiment en ville, il y a des lampadaires pas trop loin et tout ça, et ben donc ça rentre un peu dans le truc. Voilà. Donc là, c'est la solution de David. Et puis, bon, moi, comme je suis pro. Enfin, moi, je veux aller vite des fois aussi, et je suis un peu bricoleur, mais vraiment en mode rustique. Un petit bout de scotch aluminium, comme vous le voyez sur la paroi, suffit pour régler complètement le problème. Et là, un Solex, c'est vraiment étanche, la lumière. Vraiment, il m'impressionne beaucoup par rapport à ça. Donc voilà. Mais, David, si tu as un truc à dire, on peut passer derrière. Voilà. Voilà, en tout cas, je le remercie parce que voilà, c'est le genre de petites choses là qu'on peut voir et puis qui viennent petit à petit aussi. Mais donc, on n'est pas à l'abri des surprises. Un petit mot, François m'a dit un mot aussi. Solex, beaucoup de gens l'impriment eux-mêmes. Beaucoup de gens aussi ont investi dans une imprimante pour réaliser eux-mêmes ça. Et alors là, ça, c'est un vrai investissement parce que, et moi, je le vois tous les jours, en fait, quasiment. Imprimer soi-même, ça permet de bricoler beaucoup plus facilement, de ne pas hésiter à faire des petites modifications pour Solex, mais pour peut-être d'autres choses en astronomie. C'est évidemment un outil très précieux, mais beaucoup de gens n'ont pas nécessairement d'imprimante et on a tout le monde des copains, mais pas toujours. Alors, il y a plusieurs solutions qui se sont dessinées pour voir des entreprises. On a été un petit peu ma surprise aussi, c'est qu'au début, j'avais un peu prospecté, mais timidement, et je n'avais pas vu de choses très encourageantes. Et puis finalement, petit à petit, on s'aperçoit qu'il y a des réseaux, enfin, il y a des boîtes qui existent, des sociétés plus ou moins grosses, et qui permettent de réaliser ça. Alors, je vous cite Azure 3D Print, qui ne se trouve pas loin de chez moi, en fait. Moi, je suis à Antibes, ils sont à Cannes. Et c'est Vincent Duchesne. Vincent Duchesne, certains peut-être le connaissent. C'est un astronome amateur. Il s'est mis là-dedans relativement récemment, mais de manière très active. Et donc, je donne son adresse mail ici. Il est aussi sur Facebook. J'ai encore eu hier au téléphone. On a pas mal discuté. Et typiquement, il peut vous fabriquer le kit d'impression 3D, enfin complet, avec les inserts et tout, tout monté dans un sachet, etc., pour 150 €. C'est quand même toujours intéressant. Alors, moi, ce que je souligne en haut de cette page, c'est les solutions pour imprimer ou dépanner, parce que, comme on l'a vu, il y aura peut-être des petites retouches à faire ou des améliorations à faire, puis j'en ai déjà en tête d'ailleurs, par ailleurs. Vous verrez, on fera un polarimètre, on fera des trucs comme ça d'ici quelques mois. Eh bien, ce genre de société très accessible et très sympa en plus, où il a des imprimantes, même des grosses. Il a en commande une 600 mm de côté. Eh bien, il peut vous faire ça pour des prix qui sont vraiment très intéressants. Donc, voilà. Et il y en a d'autres. Voilà. Un petit mot sur le site Solex. Eh bien, c'est pas facile, mais le site va être traduit en anglais et c'est quasi achevé, en fait. Donc, aujourd'hui, il
y a un travail de mise en page qui est en cours. Je pense que d'ici la fin du mois, il devrait être en ligne. Alors là, je dis un énorme merci aux contributeurs parce que ce n'est pas moi qui ai traduit en réalité. C'est un ensemble de 3 ou 4 contributeurs que j'aurai l'occasion de citer en réalité et que je remercie dans d'autres occasions et que je remercie énormément pour leur travail qui n'était pas facile parce que c'est assez verbeux, c'est pas facile à traduire, c'est assez technique. Et donc, ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va peut-être étendre notre champ d'utilisateurs à l'international. Nos amis anglais, américains, et que sais-je, les Chinois, etc. Donc, en fait, Solex n'en est qu'au début peut-être. Et en tout cas, voilà, ça c'est un point assez important. Voilà. Après, je voulais dire aussi que hier, il y a eu le dernier atelier Python. Il y en a eu 3. C'était, moi, je donne mon senti. C'était très passionnant, très enrichissant. Il y a un potentiel énorme. Il y a une compétence énorme aussi. On voit des gens qui sont très pointus, mais très ouverts aussi. C'est-à-dire qu'on a fait ces ateliers-là, c'est justement parce que les gens veulent partager. Voilà. Moi, une des choses que j'ai retenues, qu'on n'a peut-être pas trop discuté encore, mais qui sera peut-être un sujet, c'est pas même un débat ici, mais sûrement ailleurs aussi, enfin dans le contexte, c'est la capacité, comment mutualiser tout ça en fait. Voilà. Et on a vu des solutions techniques qui permettaient, à partir d'un navigateur web, par exemple, de faire du logiciel, d'apprendre des choses, et de lancer des applications et de lancer du traitement. Ça, pour moi, c'est vraiment important parce que ça veut dire que même des gens qui ne se connaissent pas nécessairement ou qui ne font pas une application commune dans un seul package peuvent malgré tout contribuer avec des items et on peut dire je vais utiliser le module de telle personne, le module de telle personne, etc. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. En fait, Solex est en rupture sur pas mal de choses et il pourrait l'être aussi sur cet aspect-là, traitement, exploitation des données, etc. Peut-être le stockage aussi, les bases de données, etc. Donc, je pense qu'on en est qu'au début. C'est pas toujours simple à entendre. Moi, je ne suis pas un spécialiste de Python du tout. Mais bon, voilà, le fait d'entendre, ça me plaît bien. Voilà. Et alors, pas d'affolement parce que c'est vrai que c'était tellement compliqué que parfois on peut se dire oh là là, mais je ne vais jamais y arriver. Alors attention, je découple vachement Solex de Python et de ce genre d'ateliers aujourd'hui. On est dans ces ateliers-là sur du prospectif, sur du travail qui pousse vers l'expérimental. L'opérationnel, aujourd'hui, il existe. C'est Isis, par exemple, vous pouvez l'utiliser sans aucun problème. Mais très vite, je pense qu'il va y avoir des choses très faciles à utiliser parce qu'il y a un tel volume de gens qui sont intéressés, tels gens qui sont prêts à contribuer qu'on en reparlera. Voilà. Donc, c'est un message important que je voulais passer. Mais alors, pas d'affolement. Solex, ça reste pour moi quelque chose de très facile à faire, très facile à utiliser, très facile à exploiter. Et donc, on fait tout pour ça. Voilà. Donc, ne soyez pas inquiets. Il est normal qu'il y ait des niveaux très différents, mais l'idée, c'est d'homogénéiser ça, mais plutôt vers le haut, bien sûr. Voilà. Alors, un point d'étape Starex. Starex, je dirais deux ou trois focus. Pas nécessairement très habituel pour tout le monde, et n'a pas nécessairement une conscience très évidente de ça, en fait. Une des choses que l'on peut faire, et d'ailleurs ça donne un peu la forme particulière de Solex, finalement, et on verra peut-être tout à l'heure une motorisation, c'est que cette espèce de roue là qui est derrière, et donc c'était un peu l'idée aussi, c'était la roue du Solex, mais cette roue en fait apporte un réseau qu'on peut enlever et qu'on peut mettre un autre réseau à la place. En fait. Et donc cette idée de pouvoir interchanger les réseaux ouvre des perspectives. Et en fait, cette approche-là n'a pas été vraiment faite pour le Soleil, où le kit qu'on vous va fournir a sa complétude par rapport à ça, il n'y a pas de souci. Mais si un jour vous voulez aller plus loin, observer les étoiles par exemple, vous pouvez soit utiliser le réseau qui est actuellement, mais qui a ses limites, il est très dispersif, il n'y a pas beaucoup d'énergie qui arrive des étoiles, donc attention à ça. Mais on peut changer le réseau pour mettre des réseaux moins dispersifs, avec des particularités, optimisé pour le visible, optimisé pour l'infrarouge par exemple. On peut aussi utiliser des formes plus larges. Shediac a dans son catalogue, ou en tout cas potentiellement dans son catalogue, des formes qui sont équivalentes à celles que vous allez recevoir, mais pas 10 microns de large, mais 25 microns de large, 23 microns ou 35 microns, des fentes un peu particulières. Enfin, il y a tout un panel de choses. Et donc, si un jour cela vous intéresse, vous pouvez toujours aller dans cette direction-là. Donc, je vais vous montrer un ou deux choses que j'ai fait avec cette capacité-là de pouvoir changer le réseau. Donc, remarquez que j'ai fabriqué des petites boîtes, d'accord. Donc, les petites boîtes, donc, comme j'ai beaucoup de réseaux, alors j'ai la chance et j'ai le privilège d'avoir des dizaines de réseaux chez moi, en fait. J'ai quelques années sur la Spectro.
mais il faut les ranger. Et puis voilà, grâce à l'impression 3D, j'ai fait des petites boîtes comme ça pour les protéger et pas les démonter systématiquement. C'est toujours une opération un peu délicate. Je vais montrer une petite manip là tout de suite, un peu technique, hein, mais je l'aime bien parce qu'elle montre un peu ce qu'on peut faire avec Solex dans l'astronomie, mais peut-être aussi en dehors de l'astronomie aussi. Et vous verrez qu'on pourra faire plein de choses amusantes en dehors de l'astronomie et qui seront de la vie courante, quoi, hein, qui seront marrantes. Mais une des choses que j'aime bien ici faire et qui était assez importante pour moi immédiatement, c'est de me servir de Solex comme un laboratoire pour mesurer l'efficacité des réseaux. Les réseaux, c'est donc une structure striée qui renvoie la lumière dispersée, mais avec une efficacité qui est variable en fonction du réseau, de la nombre de traits, la longueur d'onde, etc. Et voilà, vous avez une manip, et ce que j'ai fait il y a 4 jours, hein, c'est pas vieux, en remplaçant un réseau par un miroir, et puis en mettant à côté aussi un support avec le réseau que je veux tester. Mais aussi dans le schéma optique, à l'entrée de Solex, un filtre 3175, hein, H-alpha, qu'on utilise pour l'imagerie du ciel profond, tout à fait banal. Bon, ici, c'est un astrodome de 5 nanomètres, mais il pourrait être plus large, hein, ce n'est pas le problème. Et alors, voilà, comme c'est démontable au niveau de cette roue de Solex, ben, vous montez soit le miroir, soit vous montez le réseau. Et si vous montez le miroir, en fait, vous obtenez l'image qui est en bas à gauche, c'est-à-dire une image, puisque c'est un miroir qui n'est pas dispersé. Et donc, ce que vous obtenez, c'est l'image de la fente, tout simplement, cette espèce de trait vertical qui s'image sur votre détecteur. En fait, on utilise ici Solex comme un simple imageur, quoi, hein, un standard. Hein. Si on enlevait la fente, on verrait les galaxies, on verrait le paysage, etc. Et à droite, vous avez la même image en mettant le réseau. Mais comme le réseau, la lumière passe à travers d'un filtre, ce n'est pas un beau spectre que vous avez, mais c'est un spectre qui est très étroit, qui correspond aux 5 nanomètres de bande passante de notre filtre, donc du filtre qu'on a mis, hein, donc ça fait un passe-bande, ça isole le spectre. Et comme c'est un filtre H-alpha, en parenthèse, vous voyez qu'au milieu, il y a un trait. Et ce trait, évidemment, c'est l'arrêt H-alpha, de la lumière du jour, parce que je pointais le ciel bleu de la Côte d'Azur pendant cette manip-là. En fait, voilà. Et en fait, si on fait le rapport entre le spectre de droite, enfin plutôt le spectre de gauche et le spectre de droite, en fait, eh bien, on mesure ce qu'on appelle l'efficacité, le rendement, puisque à gauche, vous avez toute l'énergie, et à droite, vous avez la partie que le réseau daigne vous fournir dans votre spectre, en quelque sorte, avec un certain rendement, quoi. Et on peut le définir en pourcentage. Et voilà, ce genre de petites manips sont assez faciles à faire. Il suffit d'usiner un petit support supplémentaire, de coller un miroir dessus, et puis vous faites un petit laboratoire qui va vous permettre de mesurer l'efficacité absolue du réseau, ce qui n'est pas gagné, enfin, c'est pas simple. Hein. Et on a des rendements qui apparaissent, bon, qui sont un peu élevés, mais qui sont assez sympas. Et voilà. Alors, ce genre de manip permet aussi de sélectionner ces configurations pour observer mieux, éventuellement. Voilà. Alors, vous n'avez pas besoin de le faire pour observer avec Solex, bien sûr, mais sachez que vous pouvez vous amuser à faire ça. C'est de la bonne physique et de la bonne optique à faire dans une classe pour montrer comment ça fonctionne, quoi, finalement, un spectro. Voilà. Alors, un élément important de Solex, c'est l'image. Parce que Solex, en fait, à la base, c'est un imageur. Hein. C'est un imageur du Soleil. On veut faire des images du Soleil. La partie spectro et tout ce que je vous présente là est un peu annexe. D'accord ? N'empêche que ça existe. Donc, je le montre, mais il y a toujours l'image qui est derrière. Et à gauche, vous avez ici, avec une petite lunette, et donc une configuration avec une fente petite, étroite, 10 microns, il y a un réseau de 300 traits. Vous avez à gauche l'image de la nébuleuse d'Orion, en fait, qui est imagée avec le système de guidage de Starex, en fait. Et on voit un trait noir au milieu, c'est la fente, en fait, qui fait 10 microns de large ici, et qui fait une section par la nébuleuse. Et évidemment, à droite, vous avez cette section qui se reproduit, mais avec des couleurs particulières et qui sont des respectifs. Et on voit H-alpha, on voit l'hélium, on voit etc. Et donc ça, c'est fait avec une petite lunette. Et c'est bien parce que si vous déplacez légèrement la nébuleuse sur la fente, vous faites comme sur le Soleil, vous faites un scanning du Soleil, de la nébuleuse d'Orion, comme vous faites le scanning du Soleil, et vous pouvez voir, par exemple, qu'il y a des régions qui sont plus brillantes en H-alpha qu'en oxygène, etc. D'ailleurs, c'est ce qu'on devine quand on regarde la hauteur de la fente. Ce n'est pas homogène partout pareil. Donc, déjà, ça vous donne une idée en 3D, ou en 2D plutôt, de l'image d'Orion. On va mesurer le 3D parce qu'on peut même mesurer les vitesses, donc on est presque à la 3e dimension. Voilà, donc ça, c'est à retenir parce que c'est fait avec un réseau qui n'est pas le standard, mais qui est accessible à un prix qui doit être de l'ordre de 150 € peut-être. Hein. Donc c'est un budget. Hein. Et une fente de 10 microns, alors, qui est la standard, et vous faites ça. Voilà. Et c'est facile parce que vous pointez, il n'y a même pas besoin de guider, ça fonctionne. Voilà.
Alors, on peut faire des choses plus compliquées. Si je vous montre, enfin plus compliquées, mais c'est la même chose finalement. Toujours pareil, une petite lunette de 85 mm. Toujours pareil, en vignette en haut à gauche, vous avez la Galaxy M651, les champs de chasse, et la fente. Vous devinez la fente, hein, vous voyez le trait noir, là, bien net. Évidemment, je me suis arrangé pour centrer la galaxie au milieu de la fente, plus précisément le noyau de la galaxie. Et à droite, vous avez le spectre de la galaxie qui apparaît. Alors, bon, il y a deux spectres en fait qui se superposent. Il y a le spectre en haut qui est presque le spectre brut, tel que je l'observe chez moi à Antibes. Alors là, il n'y a pas que la lumière de l'étoile, de la galaxie qui arrive, mais il y a aussi la pollution lumineuse. Et dans tous les traits verticaux que vous voyez, c'est les lampadaires qui sont dans le coin et qui me polluent, quoi, en fait. Voilà. Mais sachez-le, on peut facilement l'enlever, ces lampadaires-là, enfin cette lumière-là. Il suffit de prendre l'image en haut, en bas, en soustrait, enfin c'est vraiment trivial. Et on obtient le spectre brut, le pur du noyau de la galaxie d'Andromède, de la galaxie 1651. Et donc, on voit le profil en bas. Et puis, même sans faire l'image, on voit dans une petite vignette agrandie, on voit qu'il y a des choses. Et ce qu'on voit, tout simplement, c'est assez impressionnant, en fait, parce qu'on voit là la RH alpha, à la bonne position, enfin décalée par le redshift, parce que la galaxie s'éloigne un petit peu, et puis l'azote de chaque côté, en fait. Et là, on a un spectre de nébuleuse typique, on voit même les raies du soufre. Et ça, c'est fait avec une petite lunette de 85 mm. Bon, c'est assez cool quand même. Voilà. Et puis après, on peut faire des choses un peu plus compliquées. On peut monter aussi, alors ça, pour moi, c'est la grande nouveauté, en fait, parce que je l'ai très peu fait. J'ai monté Solex, Starex en l'occurrence, mais on est presque pareil, sur un télescope Newton, assez ouvert sur 5, ce n'est pas un cadeau, mais bon, voilà, ça marche. On reconnaît la structure, on reconnaît bien le Solex. Le seul ajout, en fait, c'est le système de guidage. Donc une caméra supplémentaire quand même, une ASI 290 qui est un guidage. Et c'est ça qui permet de passer de Solex à Starex. En fait. Et donc, on focalise, et puis après, on vise par exemple une nova qui est actuellement invisible, hein, qui est spectaculaire, que beaucoup de gens ont fait, et qui est intéressante. Et on voit la nova avec ici un réseau de 613 mm. Vous voyez, j'en ai plein, et donc je peux choisir. C'est un assez joli spectre en vérité de l'objet, et c'est quasiment la première lumière d'ailleurs avec cette installation-là. Donc on trouve que, bon, là aussi j'ai de l'habitude, mais bon, ça fonctionne quand on arrive. Voilà. On peut même changer de réseau et passer dans l'infrarouge. Et là, on a un spectre à droite, peut-être là, vous ne parle peut-être pas trop, mais les longueurs d'onde, c'est 825 nanomètres, c'est vraiment le rouge. Là, on voit plus, l'œil n'est plus sensible du tout à ça. Et ce qu'on voit en particulier, tout à fait vers la droite, hein, ces pics que vous apercevez là, c'est tout simplement la série de Paschen, c'est-à-dire ce sont les raies de l'hydrogène en fait, mais ce n'est pas la série de Balmer qui est bien connue, enfin qui est non visible, et H-alpha est une des raies de Balmer. Mais ensuite, là, on voit des raies infrarouges, en fait. Et c'est une deuxième série qui apparaît de l'hydrogène et qui montre que dans cette étoile-là, qui est une explosion, en fait, enfin, il y a un objet qui est en train d'évacuer beaucoup d'énergie, eh bien, on voit que ces raies sont en émission, ce qui va intéresser beaucoup les scientifiques. Encore une fois, c'est fait avec un petit Newton, avec notre Solex qu'on connaît tous, et avec une caméra, après, un peu refroidie à l'occurrence ici, mais il n'y a rien de particulier. Alors attention quand même, hein. Je l'ai dit plusieurs fois, François l'a dit aussi, pour faire ce type de spectre, il faut avoir un peu de bretelles quand même, parce que il faut savoir d'abord que Starex, Solex n'est pas un spectrostellaire à la base, c'est un spectro solaire, c'est un instrument solaire, et donc il y a des défauts optiques. Donc, par exemple, ici, je ne peux exploiter que les 2/3 à gauche de l'image. Il y a des frictions mécaniques, hein, donc il y a le poids de la caméra, on a vu tout à l'heure comment c'était monté sur le Newton. Il y a les coefficients de dilatation. Alors, on les connaît bien parce que je pense qu'il va y avoir une présentation dans un instant sur cette question-là. Et on a bien montré qu'on avait, en gros, c'est 60 microns par degré et par mètre de dilatation. Ça va assez vite avec le PETG. Et donc, comme la nuit, ce n'est pas thermostaté, faut être très vigilant. Il faut bien étalonner, etc. Ça pour vous dire qu'on peut arriver à faire ça. Mais pour faire ça, il faut un peu d'habitude. Donc, comme le disait François, on n'est pas du tout sur un spectro qui est clé en main, que vous allez acheter dans le commerce et qui va faire immédiatement ça et qui sera un énorme avantage. Là, c'est moins productif, c'est plus expérimental, je dirais, c'est moins opérationnel. Je pouvais résumer. Voilà, d'autres étoiles que l'on peut mettre.
le réseau, toujours infrarouge, et on voit la diversité des objets qui apparaissent, des étoiles BE, Alcyone, Pléione, enfin les amas des Pléiades, etc., etc. Voilà. Pour finir, un autre exemple ici, qui est tout récent, que j'aime bien parce que c'est la dernière, je l'ai faite il y a 4-5 jours aussi, c'est avec toujours un Newton, mais là, on va loin quand même maintenant. On va sur des galaxies, genre MC64, MC87, qui est au centre de l'amas Virgo. Et là, on commence à voir des choses marrantes. On voit des gros redshifts. Alors, on peut refaire la loi de Hubble, si vous voulez, avec un petit instrument. Et on peut voir aussi sur MC87, 64, pardon, qui est, qui est la galaxie de l'œil, avec une espèce d'absorption très sombre. On peut voir que les raies sont un peu déformées par la rotation de la galaxie. Donc, on n'est pas loin de pouvoir mesurer la rotation des galaxies. Et on voit, si on est très attentif, on peut voir la zone noire en fait, de la galaxie en haut. En fait, toujours pareil, on a la galaxie dans la caméra de guidage avec la fente et le spectre qui s'affiche à droite et qui montre en fait les couleurs. Alors les couleurs ne sont pas visibles, mais vous avez le bleu à gauche, le rouge à droite, et parfois vous avez des excroissances qui sont les H alpha. Pour Messier 87, qui est une galaxie fameuse, vous savez qu'il y a un gros trou noir au milieu qu'on a pu imager. Là encore, pareil, on va trouver aussi cette émission-là. On peut deviner d'ailleurs sur le spectre des zones un peu plus sombres, en fait, et vers le milieu, on voit une zone un peu plus, qui est subtile, hein, mais qui est en fait l'absorption du sodium. Et c'est grâce à ce genre de détails que Hubble a fait la loi que l'on connaît bien, en fait. Hein, voilà, donc c'est accessible. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vais peut-être passer la parole à... Enfin, moi, est-ce qu'il y a des questions? On les fera à la fin si vous avez des remarques. Voilà. Mais on va passer aux adaptations en Solex, je pense. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Ouais, c'est tout bon, Stéphane, tu peux y aller. Ok, alors bonjour à tous. Une fois qu'on a toujours le partage de Christian à l'écran. Oui, oui, alors attends, c'est moi qui suis en train de Voilà, faire ok. c'est bon, tu m'as déconnecté? Super, Ouais, merci. bon. Donc, tout d'abord, je voudrais remercier Christian de nous emmener dans cette aventure qui est assez fantastique et qui nous fait découvrir plein de choses. Bon, la spectro, je connais un petit peu par mon métier, mais la spectro solaire, stellaire, c'est franchement un domaine passionnant qu'on commence à découvrir. Et puis, tout ce qu'il y a autour. La construction en 3D, les petites améliorations qu'on a pu apporter chacun. Et donc voilà, ça fait une communauté qui est vraiment très agréable et je suis très content de pouvoir participer à ce grand partage. C'est pareil. Merci Christian. Alors, donc moi je vais vous montrer unmute. Ce que je vais vous montrer ici, c'est en fait des améliorations que j'ai essayé d'apporter au Solex que j'ai pu imprimer. Alors, est-ce que mon slideshow va fonctionner? Voilà, donc l'état actuel de mon Solex, je l'ai annexé avec un petit moteur qui pour le moment est piloté par un petit boîtier. Je vous ferai une petite démo tout à l'heure. Le petit boîtier, c'est un simple commuteur, 3 positions, qui me permet d'aller dans un sens ou dans l'autre et donc alimenté par une simple petite batterie. Mais ce n'est que la première étape des améliorations que je souhaite apporter et dont je veux vous décrire maintenant le contexte. Alors, le but, au final, ce que j'aimerais, c'est pouvoir adresser une longueur d'onde souhaitée de manière automatique. Pour ce faire, ce que je voudrais, c'est, on va le voir dans un des slides, créer une droite standard qui va me permettre, une fois qu'on aura appris à un petit programme de positions bien connues de raies spectrales particulières, de pouvoir par la suite, par programmation, décider d'aller vers une longueur d'onde bien déterminée. Alors pour ce faire, le matériel utilisé, donc ce qui est utilisé pour le moment, c'est un petit moteur qui tourne en 5 volts et qui a 509 pas par tour.
J'ai adapté des roues dentées pour pouvoir entraîner le réseau, donc pour pouvoir le faire pivoter. J'ai modifié, j'ai fait un socle adapté pour cette motorisation et qui est tout à fait adapté aux inserts UTEX qui sont déjà présents sur les parties que certains d'entre vous ont déjà imprimées et pour lesquelles d'autres sont en attente de l'impression. Alors, j'en ai profité pour faire une petite amélioration du maintien en place du réseau par la manette. Donc, dans la version de base, au niveau de la manette, il y a les deux vis qui permettent de solidariser le réseau avec la manette et deux autres vis qui sont dans des arcs de cercle et qui, elles, servent à maintenir la manette et le réseau sur le Solex. Vous verrez dans une des slides que j'ai modifié légèrement cela de manière à pouvoir m'affranchir de ces deux dernières vis et d'avoir la mobilité possible avec mon moteur. Ensuite, une partie électronique pour la deuxième partie qui sera basée sur un ESP8266 ainsi que éventuellement un HC05. Alors, ça peut paraître sorcier ces noms. Ce sont simplement des petits composants électroniques qui ne coûtent vraiment pas cher et qui permettent d'entrer du code dans le composant de manière à pouvoir adresser des ordres au moteur simplement par programmation. Partie suivante, qui est évidemment la partie software. Donc, pour pouvoir piloter ce moteur, eh bien, il y a différentes approches possibles. Il y a donc une partie Arduino qui va être insérée dans le ESP8266 et une partie software. Alors là, j'ai deux idées pour le moment. L'une qui est de créer une application pour Android sur base d'un software qui s'appelle MIT App, qui est donc un software qui permet de construire des applications Android. Mais vu le fait que de toute manière tout le monde qui utilise un Solex va avoir une caméra qui est fixée au Solex, va donc avoir un PC qui va se trouver à proximité pour pouvoir faire les captures des fichiers SER. La deuxième solution serait aussi de travailler directement sur une page HTML qui serait adressé depuis l'ESP8266. Et donc là, je vais pouvoir vous faire une petite démo aussi par la suite, qui est vraiment toute fraîche. Il y a 2 heures, ça ne fonctionnait pas encore, mais là, voilà, je suis content de voir que ça évolue. Alors le tout, bien évidemment, c'est de rester dans une logique du réalisable par tous, du faible budget. Et ce que je souhaite aussi, c'est évidemment pouvoir accompagner ceux qui souhaitent s'orienter vers cette motorisation et de pouvoir offrir mon aide à pouvoir avancer tous ensemble. Je crois que c'est vraiment le leitmotiv du Solex. Alors, je vous parlais donc des pièces mécaniques et électroniques. Donc, vous avez en haut à gauche le SP8266, qui est donc la puce qui va permettre de créer des pages HTML et de pouvoir communiquer avec le moteur. Le HC05 Bluetooth, c'est donc un adaptateur qui, par simple réseau RxTX avec l'ESP8266, pourrait permettre de se connecter non pas par Wi-Fi, mais par Bluetooth sur l'appareil. Alors, vous voyez au centre un socle adapté que j'ai réalisé. Ce socle, c'est en fait le support moteur. C'est un socle qui s'ajoute aux parties du Solex que vous aurez déjà imprimé. Ensuite, sur la droite, eh bien, c'est pour pouvoir faire l'entraînement de la rotation du réseau
Il y a donc une manette qui a été adaptée. Vous voyez sur la partie gauche que j'ai ajouté un segment cranté. Et puis, sous le moteur, il y a un petit engrenage à 10 dents qui va donc faire tourner la manette. Ensuite, en bas à gauche, eh bien donc, c'est le moteur utilisé qui coûte vraiment pas cher. C'est de l'ordre de 5-6 euros, quelque chose comme ça. Il faut évidemment le commander avec la petite plaque qui se trouve juste à côté, qui est en fait l'interface pour pouvoir adresser les pas au moteur. Et puis, tout en bas au centre, vous voyez le schéma actuel qui est dans la petite boîte que j'ai réalisée. Là, c'était sur base d'un Arduino Nano. Mais voilà, cette partie est donc en cours de modification pour passer à l'ESP8266. Alors, le projet de programmation, donc, je vous l'ai expliqué, c'est donc d'adresser une longueur d'onde de manière automatique après un étalonnage. La méthode, on va donc établir une droite standard sur base de positions de raies spectrales remarquables. On va enregistrer les positions moteurs à ces raies spectrales remarquables. Et donc, l'écart entre les positions de raies spectrales correspondant à un nombre connu de pas du moteur pas à pas permettra ensuite d'adresser une nouvelle longueur d'onde souhaitée. Il y aura évidemment des essais à réaliser. Vu que pour le moment, je n'ai pas encore la partie optique, je n'ai pas pu tester le fait qu'on ait bien la possibilité d'avoir une droite standard. Mais Christian, tu pourras me détromper si ce n'est pas possible de faire une droite standard. Je pense qu'on pourra réaliser peut-être pas une droite, mais adresser autrement le passage par des points bien précis. Alors, je confirme, hein, c'est une vraie droite. Hein. Voilà, tout à fait. C'est quasiment linéaire, en fait. Hein, voilà. Donc, tu n'en Ouais, feras pas de souci. Ouais. Donc, c'est ce que j'ai voulu représenter ici. Pour moi, c'était encore une supposition, mais merci de ta confirmation. J'ai donc imagé ici, vous voyez sur le graphique de la droite, la disposition des raies de Fraunhofer, que j'avais supposé être une droite standard, mais merci de la confirmation. Et donc, vous voyez que sur le petit schéma à gauche ici, une fois qu'on a pu positionner, capturer, disons, les positions moteurs pour des points bien connus. Alors, je ne sais pas encore s'il faudra faire 3 points, 5 points ou 10 points pour être sûr d'avoir les incréments des pas moteurs corrects. Je pense, vu ce que Christian vient de dire, qu'avec 3 points, on pourrait déjà avoir largement suffisant pour avoir quelque chose de précis. Et donc, ce que l'on ferait, c'est par programmation, une fois que le moteur est mis sur le Solex, eh bien, on va manuellement se déplacer d'une première raie spectrale vers une deuxième raie spectrale et enregistrer dans le programme le fait qu'on a atteint cette nouvelle raie spectrale avec la longueur d'onde correspondante à la raie spectrale. Le programme va donc savoir qu'il y a eu une incrémentation entre, j'ai pris un exemple ici, entre 480 points pour cette raie spectrale-ci, et si on va ici, on va se retrouver à 1350 points. Une fois qu'on a donc pu déterminer, mettons, 3 ou 5 points standards, on a donc une correspondance entre les longueurs d'onde d'un côté et de l'autre côté, le nombre de pas moteurs pour pouvoir se déplacer d'une raie spectrale jusqu'à une autre raie spectrale. Ce qui veut donc dire que par la suite, si on a l'envie d'adresser cette raie spectrale-ci qui se trouve à 630 nanomètres, eh bien, si on demande au programme d'adresser 630 nanomètres, le programme va convertir 630 nanomètres, va le convertir en nombre de pas moteurs, sachant à quel
endroit il se trouve actuellement, on peut faire la différence. On donne donc l'ordre au moteur de se déplacer de 500, 1000 pas vers la droite et l'orientation du réseau va donc se retrouver face à la longueur d'onde spectrale souhaitée. Donc voilà pour le projet, ici pour la motorisation. J'espère que ça sera réalisable. Pour ce qui est de la partie mécanique, donc voici ce que j'ai déjà réalisé. L'entraînement, donc vous voyez, mon moteur est inséré dans un petit capot. Alors, ce que j'ai prévu, c'est que les deux vis ici, on peut les dévisser de manière à pouvoir avancer, reculer le moteur, de manière à, un petit peu comme sur une voiture, débrayer, embrayer. Donc, une fois que les engrenages sont pris l'un avec l'autre, eh bien, évidemment, le réseau est en position immobile. Alors, je vous parlais de la petite adaptation que j'en ai profité pour réaliser. Vous voyez ici mon socle moteur qui se trouve posé sur les deux parties du Solex. J'ai légèrement réduit le diamètre de l'ouverture qui permet d'accéder au réseau, de manière à pouvoir maintenir ce réseau en place. Alors, les deux vis extérieures ici ne sont plus nécessaires dans le cas de ma motorisation, la solidarisation se faisant juste par les deux vis intérieures qui maintiennent le réseau avec la manette. Vous voyez ici qu'il n'y a plus que les deux vis qui maintiennent avec la manette et les vis qui se trouvaient dans les fentes sont enlevées. Alors, dans les améliorations que j'ai faites, tout à l'heure, Christian parlait de possibilités d'entrée de lumière. Ce que j'ai aussi réalisé, c'est une modification, c'est une modification de l'emboîtement des deux pièces principales du Solex. J'ai en fait fait un petit escalier qui permet d'éviter qu'à la jointure entre la partie inférieure et la partie supérieure du Solex, il n'y ait de la lumière qui puisse éventuellement s'infiltrer. Alors, pour la suite, donc ici, je vous parlais de la programmation. Donc, on voit sur la partie gauche, c'est de l'Arduino pour pouvoir programmer le SP8266. Et pour la partie droite, c'est le premier essai que j'avais fait, qui est en MIT Application Développement. Et donc, c'est du code bloc. C'est une petite application qui fonctionne par Internet. Vous vous loguez, vous décidez de créer une application Android. Eh bien, dans une première partie, on va créer les fenêtres que l'on va visualiser sur le GSM ou la tablette. Et ensuite, on adresse des fonctions aux différentes touches que l'on a créées dans la première fenêtre ou les suivantes. On adresse des fonctions et on définit ce que l'on veut et c'est du command block, c'est-à-dire que ce sont des simples commandes qui s'ajoutent par petits blocs et c'est très bien fait parce que chaque bloc, s'il est possible de l'accrocher, eh bien c'est un petit peu comme un puzzle. Il y a des encoches et si l'encoche ne fonctionne pas, eh bien c'est que la commande ne peut pas être introduite dans le groupe pour lequel vous êtes en train de programmer. Alors, dernière chose dont je souhaitais vous parler, c'est le matériau que j'ai utilisé pour pouvoir faire l'impression de mon Solex. Alors, le PETG me faisait un peu peur par sa fragilité. J'ai déjà imprimé pas mal de pièces avec du PLA chargé en carbone. Alors, il faut se rendre compte qu'effectivement, ce matériau est intéressant, mais est abrasif. Et donc, l'idéal, c'est effectivement de changer de tête d'impression à l'imprimante 3D et de mettre une tête en inox, voire d'autres matériaux. Mais c'est tout à fait réalisable avec la tête d'origine.
Moi, j'ai imprimé tout mon Solex avec la tête en laiton, ou je crois que c'est du laiton. Effectivement, à la fin, l'ouverture de la tête s'agrandit légèrement, mais c'est pas vraiment un problème. Alors, la crainte était effectivement d'avoir une perméabilité à l'infrarouge, puisque Christian nous avait averti que le PLA n'était vraiment pas recommandé pour pouvoir faire son impression. Donc, j'ai quand même pris le pari de faire le PLA chargé en carbone. Et une fois que tout mon montage a été réalisé, j'ai profité d'un boîtier Canon EOS que j'ai totalement défiltré. Pour info, les Canon EOS défiltré total, eh bien, le capteur CCD est donc hypersensible à l'infrarouge et le filtre qui a été enlevé est justement le filtre qui élimine les infrarouges avant d'imprimer le CCD. Et donc, mon boîtier est vraiment fort sensible à l'infrarouge, puisqu'on va jusqu'à plus de 1000 nanomètres en sensibilité. J'ai fait des expositions différentes. J'ai donc fait des bias pour avoir une ligne de base, si on peut dire, pour avoir un signal de base. Et ensuite, j'ai pris mon Solex, j'ai pris mon boîtier, et vous voyez que côté œilleton, je l'ai obtrué. J'ai obtrué la sortie, dans ce cas-ci, qui est en fait en réalité l'entrée du Solex. Je l'ai obtrué avec une boulette de papier d'aluminium et puis un capuchon en plastique noir. Et j'ai réalisé une exposition de 30 secondes, donc orifice fermé, sous un ciel avec un soleil généreux. Et j'ai fait tourner mon Solex pour pouvoir exposer toutes les faces pendant ces 30 secondes d'exposition. Le résultat, c'est que je n'ai pas de signal significatif enregistré pendant cette longue période de 30 secondes. Donc, je suis très content de ce matériau PLA chargé carbone parce que, effectivement, il y a une plus grande rigidité, une plus grande solidité par rapport au PETG. Et je pense aussi que tridimensionnellement, on a une meilleure stabilité avec ce matériau. J'ai prévu aussi de faire une comparaison entre PLA carbone et PETG pour voir dans les mêmes conditions si la réponse infrarouge est différente. Je n'ai malheureusement pas encore eu le temps de le faire, mais je ne manquerai pas de vous en informer dès que j'aurai pu le réaliser. Alors, ceci termine ma présentation PowerPoint. Maintenant, ce que je vais faire, si j'arrive à stop sharing, ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est de vous montrer une petite démo avec mon matériel. Donc, voilà le beau petit Solex motorisé, le petit boîtier comme je vous ai montré tout à l'heure. Si j'actionne mon interrupteur, eh bien, mon réseau tourne. Alors, évidemment, on est en démo et ça ne va plus. Mais je vous promets, ça tournait. Voilà, ici, ça retourne et on voit qu'on peut tourner dans les deux sens. Alors, ça, c'est la première partie. Maintenant, la deuxième petite démo se trouve un tout petit peu plus loin ici. Eh bien, tout à l'heure, dans l'après-midi, j'ai réussi à finaliser la partie programmation. On voit donc l'ESP 8266 ici, qui est connecté à l'interface qui va donner les impulsions au moteur qui se trouve sur le côté. Et ici, mon GSM avec une application bête et méchante où on va simplement pouvoir faire tourner le moteur dans un sens et puis dans l'autre sens. Et donc, voilà, là, je suis très content. J'ai déjà quelque chose qui tourne. Il ne me reste plus qu'à terminer la programmation de manière à pouvoir adresser mes longueurs d'onde comme je le souhaitais. Voilà.
Si vous avez des questions, je pense qu'on va les faire, on les fera par la suite. Je passe la parole à Xavier. Merci à tous pour votre attention. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Merci à Christian aussi pour nous faire partager ce beau projet du Solex. Bon, moi, je suis complètement novice et je me suis lancé dans l'impression 3D en fin d'année dernière. Et là, ça a été une occasion vraiment intéressante. Et comme j'ai l'intention d'approfondir un peu le côté spectro, j'ai foncé sur le projet Solex qui m'intéressait beaucoup. Donc, moi, ça reste très simple. C'est pas au niveau de Stéphane, au niveau de son travail. Comme je n'y connais rien en spectro ou en spectroéliographie, je me suis dit que j'aurais peut-être des facilités à adresser un peu les raies spectrales si j'avais un petit vernier. Puis après, j'ai essayé de voir un petit peu ce que ça pouvait donner pour une protection qui soit efficace, même si le papier aluminium fonctionne très bien, comme l'a montré Christian Buil. J'ai essayé de chercher une technique et puis c'était aussi une occasion d'approfondir la conception 3D et l'impression. Donc, avant de faire, j'ai fait une petite présentation rapide, mais il y a déjà pas mal de monde qui a fabriqué le vernier, donc je suis assez content. Donc, voilà maintenant à quoi ressemble mon Solex. Je vais essayer de vous le montrer à l'écran. Donc, moi, j'ai fait un Solex avec un vernier, donc avec le graphe qui est maintenant dans le bon sens, parce qu'au début, je n'avais pas les bons éléments. Et en plus, j'ai fait une petite protection qui permettra d'avoir une protection vis-à-vis du soleil. Donc, à partir de couverture de survie, avec une petite patte qui permet de se positionner si on est en parallèle sur un télescope. C'est peut-être pas évident à montrer. Et donc, ça fait un ensemble cohérent qui est assez léger. Donc, la fixation se fait sur les éléments existants. Donc, voilà, on a le Solex et de l'autre côté, la protection. Voilà. Donc, j'ai préparé quand même une petite présentation pour montrer ce que ça a représenté comme pièce, etc. Ce n'est pas bien compliqué. Donc, je vais agrandir la fenêtre si tout le monde la voit. Hop. Il faudrait que tu partages ton écran, Xavier. Oui, il faut que je partage l'écran. Alors, attendez, je vais commencer. Je suis pas habitué là. Hop. Personne n'est habitué. Oh, moi, encore moins, je suis novice. Voilà. Donc là, normalement, est-ce que vous voyez mon écran? C'est tout bon, vas-y. C'est tout bon. Voilà, donc le vernis pour Solex, j'ai vu et j'en suis ravi plusieurs personnes qui ont déjà imprimé, donc certains en bicolore, etc. Donc c'est assez sympathique. J'espère que ça sera utile, parce que moi, comme je suis novice, je ne sais pas s'il y a une très grande utilité. Je pense que ça pourra faciliter les choses. Pour faire ça, j'ai beaucoup utilisé le logiciel de Ken Harrison, là, le tableur, qui m'a permis de recalculer les angles par rapport à l'orientation du réseau. Donc, à partir du point 0 qui est à 17 degrés, et après recalculer tous les angles pour aller jusqu'au H-alpha. Donc, je me suis servi en même temps, j'ai détourné un petit peu le logiciel FreeCAD que j'utilise pour dessiner les pièces, qui m'a permis de retracer les angles précisément, pour pouvoir après, dans un logiciel PenShop Pro, pour ne pas le citer, refaire en vectoriel les petits fichiers graphiques pour les intégrer au Solex. Donc, voilà. Donc, j'ai fait aucune modification sur le boîtier de Christian. C'est quelque chose d'assez simple. J'ai dessiné la petite roue avec le repère, un boîtier principal avec un petit cache, des vis pour le fixer. Et comme j'ai même hésité de descendre dans mon atelier pour couper les vis, des petites entretoises qui permettent de libérer la place dans les inserts existants pour fixer le petit vernier sur le Solex. Donc, ça reste assez simple. Il faut très peu d'éléments. J'ai listé un petit peu les besoins, donc 2 vis CHC, etc. M4, 2 vis M4 par 8, 2 vis M3 par 8, et les éléments qui sont listés sur la petite page de présentation. Donc, un anneau, un corps de vernier plus le couvercle, des petites 4 tests de vis entretoises et un gabarit de dépôt pour les graphes. Pour ça, ça permet de les insérer proprement dans le vernier. Donc, l'impression est rapide et peu onéreuse. Ça reste quand même un outil très, très simple. J'espère qu'il sera utile.
Donc, les temps d'impression, en fait, on arrive à peu près peut-être à 2 heures environ. Par contre, il faut bien, comme l'avait indiqué Christian aussi, prendre sa manette version 2 où la rainure a été positionnée sur le dessus. Parce que je me sers de cette rainure pour positionner l'anneau du petit repère qui va pointer les raies. Le coût estimé alors est vraiment minime, hein, en prix de matière. Donc pour ceux qui ont la chance d'avoir une imprimante, on arrive à 46 centimes à peu près. Ça, c'est le logiciel Prusa Slicer qui, quand on fait la découpe, indique le grammage et le prix de la matière. Même en poids, ça reste assez léger, hein, ça ne va pas plomber le poids du Solex. Hein, on est à 9 et 4, enfin, on ne dépasse pas les 20 grammes au niveau du poids. Hein, voilà. Donc, ce que j'ai fait après, donc à partir du logiciel de Ken Harrison, j'ai réussi à retracer des graphes que j'ai fait au format PNG avec une définition assez importante. Je crois que je suis passé en 300 dpi pour qu'en les imprimant sur une imprimante traditionnelle, on a quelque chose de propre pour insérer dans le vernier. Au niveau des couleurs, par contre, il ne faut pas trop m'en vouloir. Un dégradé comme ça, arc-en-ciel circulaire, je n'avais pas trop d'outils pour le faire, donc j'ai pas mal galéré. Donc je suis parti sur un dégradé linéaire que j'ai tordu dans tous les sens pour essayer d'avoir quelque chose. Je ne garantis pas que les raies soient placées exactement à la couleur de la longueur d'onde. Il ne faudra pas m'en vouloir, ce n'était pas tout à fait facile à faire. Voilà. Mais ça donne quelque chose de propre. Après, j'ai quand même regardé un petit peu la précision du vernis. Donc, quand j'ai fait les calculs avec le tableur, je me suis donc aperçu qu'avec l'objectif de 125, le réseau de 2400, une ASI 178, on a une amplitude spectrale qui est très faible. Hein. On est à peu près à 212 angstroms. Donc, à l'échelle du vernis, l'écart angulaire est vraiment très, très faible. Si on veut adresser, par exemple, les raies CA2K ou H, ou alors le doublé sodium, ça c'est les raies que m'a donné Olivier Garde, enfin, qui en avait parlé sur certains échanges, dans le doublé du sodium et la raie HE1, il y a 0,23 degrés d'écart. Donc c'est dans l'épaisseur du trait de la flèche du vernier. Donc je me suis dit, tant pis, je vais refaire, donc vous l'avez peut-être vu avant, j'ai peut-être été un petit peu vite, adresser uniquement les raies CA2 et NaHE sur un seul repère. Et en complément, j'ai fait un petit document qui, moi, me servira, je l'aurai certainement dans une petite pochette plastifiée, qui me donne le repérage quand on pointe sur ces 4 positions. C'est-à-dire que là, par exemple, sur la partie haute, donc là, je l'ai fait pour l'instant uniquement sur objectif 225, réseau de 2400 traits et ASI 178. Hein, donc ça dépend du spectre qu'on peut adresser sur le capteur. Donc, si on se centre, par exemple, sur celui que j'ai marqué CA2, on voit qu'à 3933,7, on a la raie K et un peu plus loin la raie H. Donc ça, sur le capteur, bon, je verrai à l'usage, hein, parce que c'est vrai que pour l'instant, ça reste théorique pour moi. On saura à peu près où se déplacer, dans quel sens, pour trouver la raie correspondante. Pareil pour le H-bêta, mais là, je n'avais pas de retrait. J'ai essayé de me renseigner un petit peu. Pour l'instant, je ne sais pas à quelle raie je pourrais éventuellement adresser. Sur la raie que j'ai mis, qui est au milieu du spectre, la NaHE, donc on a les 3 positions. Là, on arrive à les dissocier, alors que sur le vernier, ce n'était pas possible. Et pour le H-alpha, là aussi, j'avais qu'une raie à adresser, mais je serai preneur de toutes les infos. Pour faire ce petit document que j'éditerai en PDF, je suis parti d'un tableur Excel qui permet de rajouter n'importe quelle raie à n'importe quel endroit. Et éventuellement même jouer sur une intensité, c'est-à-dire que si elle est moins forte, je pourrais tracer un trait un petit peu moins haut. Ça se verra au fur et à mesure s'il y a de l'utilité. Hein. Voilà, donc au niveau du vernier, c'est tout ce que, voilà, c'est les petites applications que j'ai fait. Et ensuite, je me suis dit, bon, c'est vrai que le papier aluminium, c'est bien, mais on peut peut-être faire un petit peu mieux. Donc, c'est vrai que c'est un instrument en plastique, hein, comme le dit Christian, donc il faut quand même le protéger. Hein. On prend une matière noire, hein, que ce soit PETG ou PLA, comme a fait Stéphane, chargé en carbone. Il reste sensible à la chaleur et puis il ne faut pas qu'il se déforme. Donc, moi, j'ai fait des mesures de surface, hein, même quand il faisait assez froid. Il faisait 6 degrés en extérieur et une face noire exposée au soleil, en quelques secondes, elle montait déjà à 40 degrés. Donc, je me suis dit, oula, en été, ça va être difficile. Donc, je sais que, comme je dis, les heureux utilisateurs, ceux qui ont déjà les optiques pour en mettre dedans, je pensais surtout à Christian ou à Valérie, ils mettent du papier aluminium, c'est très efficace, il n'y a pas de souci.
Et puis, j'ai vu passer sur la liste des modèles qui étaient recouverts avec une couverture de survie. Bon, côté or, j'ai trouvé ça assez joli. Ça m'a donné des idées, mais bon, je me suis dit, j'explore aussi la conception 3D. Si on peut faire simple, on peut faire aussi plus compliqué. Donc, je me suis pris à faire un petit bouclier thermique ventilé, donc je vais vous présenter. Donc là, il y a un petit peu plus de conception, enfin, pour mon niveau, parce que j'ai découvert ça, je vous dis, il y a quelques mois, hein, c'est assez complexe. Donc, j'ai prévu de le faire en plusieurs parties. Donc, un capot que j'ai imprimé en clair. Donc, pour l'instant, je suis parti sur un PDA gris que j'avais, mais je vais certainement le refaire en PETG blanc opaque, parce que j'ai pris des produits réels aussi maintenant. Donc, après, en dessous, il y a le capot sur lequel on va coller la couverture de survie et une petite bavette qui permet de diriger le flux vraiment sur le Solex. C'est-à-dire que le ventilateur est mis en aspiration et il extrait l'air qui s'engouffre dans l'entonnoir en fait du capot. Les fixations utilisent aussi, il n'y a toujours pas de modification du boîtier initial de Christian, et on utilise encore les trous du boîtier pour mettre des petits clous fendus. J'ai fait un système de clous qui s'insère dedans avec un ajustement assez serré. Et le petit pied, ça, je l'ai rajouté après. Je me suis dit que finalement, quand j'ai positionné ça en parallèle sur mon télescope, je me suis dit, oh là, tout porte sur la sortie de l'hélioscope. Donc, ça faisait quand même un porte-à-faux assez important. Et c'était normalement la configuration préconise Christian, qui est la plus logique au niveau de la polarisation. Enfin, là, c'est encore des termes que je maîtrise assez peu. Donc, ce petit pied permet justement de faire un appui sur le télescope et qui est très efficace pour éviter le balourd. Voilà. Par contre, en impression, c'est vrai que c'est des pièces assez grosses. Donc là, vous voyez, sur une Prusa i3 MK3, le plateau était pratiquement plein, pratiquement rempli. C'est assez loin imprimé, surtout que j'ai pris le parti de le faire en monobloc, c'est-à-dire que les deux capots sont monoblocs, donc ils nécessitent des supports pour les ouvertures. Bon, ça fait perdre sur ce capot-là, par exemple, sur le capot principal, une vingtaine de grammes de fil. Bon, il y a du décortichage à faire. Il faut faire attention aux coupures parce que j'ai deux doigts qui s'en souviennent. Donc, le temps d'impression total est d'environ 20 heures. C'est des pièces qui sont quand même assez longues à imprimer. Toujours dans des résolutions, comme le dit Christian. Moi, le 0,2 devient pratiquement mon standard, sauf pièces très fines quand il y a des filetages. Et puis, des remplissages de 20% suffisent largement. Puis, quitte à augmenter, à passer à 2 ou 3 périmètres pour les trous quand il y a des ajustements précis. Alors, en dehors de ces pièces imprimées, j'ai rajouté quelques petits éléments qui se sont avérés quand même pas mal utiles. Je ne savais pas si le ventilateur était important. On verra dans la prochaine vignette que finalement, ça joue quand même pas mal. Donc, il faut deux petites vis M2 par 8. Ça, c'est pour… avec écrou, ça c'est pour fixer les différents capots entre eux. Une vis M4, ça c'est pour fixer avec un insert pour fixer la petite patte qui va prendre appui sur le télescope. Et puis après, j'ai pris un petit ventilateur format 30-30 qui a l'avantage d'être en 5 volts, de consommer 100 mA. Donc ça correspond au maximum des ports USB. Donc on peut le brancher directement sur un port USB et il travaille en aspiration avec un flux assez faible, très peu de vibrations. Enfin bon, c'est propre. Une petite carte mini USB. Là, c'est aussi, on les trouve. Alors, pour le ventilateur, comme je l'ai mis sur les sites marchands, je l'ai trouvé à 5,99 €. Et les petites cartes mini USB, ça vaut par pack de 2 à peu près le même prix, 5,99 €. Donc, l'investissement global est une douzaine d'euros au niveau des composants extérieurs. Après, la couverture de survie, j'en avais une petite qui traînait. J'ai trouvé, au début, j'avais essayé le double face. C'est pas terrible au niveau du rendu. Puis j'ai eu l'idée, j'avais une bombe de spray adhésif repositionnable, c'est du spray de montage 3M. Et en pulvérisant sur le carter qui doit recevoir le film, on obtient un film très très fin. Bon, le fait qu'il soit repositionnable ne sert pas dans ce cas-là, mais la couverture de survie étant très fine, ça permet quand même de le positionner, qu'il soit pratiquement inenlevable et d'avoir un beau tendu, quoi. Dans mon cas, j'ai donc rajouté une petite alimentation que j'avais achetée. Vous savez, on voit certains produits dans des grandes enseignes pas chères. J'avais un petit boîtier solaire qui délivre 1 ampère et il a trouvé une occupation. Maintenant, il est sur mon télescope en parallèle et il alimente directement la protection solaire. Donc là, on reste dans tout solaire.
Donc là, c'est des photos qui datent de ce matin. J'ai juste fini de positionner. Donc là, on voit le côté pile, on va dire. Donc le boîtier de protection ne gêne pas du tout pour chercher et modifier les orientations. C'est-à-dire que tous les vis sont accessibles. La manette réseau reste accessible aussi. On voit l'alimentation USB. Et sur le côté face, on voit que le Solex est entièrement protégé, c'est-à-dire qu'il y a la couverture de cérvique qui reflète. Là, on voit le petit boîtier, la petite batterie solaire, donc qui se recharge en même temps qu'on image et qui alimente en même temps le ventilateur. Et on voit bien la petite patte qui vient en appui sur le télescope qui soulage la sortie de l'hélioscope qui maintient le Solex. Voilà. Bon, l'efficacité, je n'ai pas pu faire autant d'essais que je l'aurais souhaité avant la présentation, mais pour moi, le bouclier est quand même assez efficace. Alors, j'avais fait des mesures de température. Il n'y a pas d'élévation de température avec le bouclier en place par rapport à le même boîtier qui est placé au soleil. Donc, la température monte assez vite. On peut atteindre les 40 degrés, même en ce moment où il ne fait pas tellement beau chez nous. Alors que l'air mesuré, alors au début, je faisais avec un petit thermomètre infrarouge. Donc, je mesurais les températures de surface et idem sur le bouclier. Maintenant, j'ai fait des mesures avec un thermomètre sonde que j'ai placé derrière le bouclier. Donc là, je me suis aperçu que la ventilation avait quand même une importance. En coupant le ventilateur qui était en route, la sonde à l'intérieur du bouclier, donc entre le Solex et le bouclier, j'avais mis à ce moment-là la face or à l'extérieur. Donc c'est vrai qu'on conseille plutôt de mettre la face argent. C'est pour la réjection des infrarouges. Je voyais monter la température d'environ 0,1 degré par seconde. Donc, au bout de 30 secondes, j'avais monté de 3 degrés. J'ai rebranché le ventilateur à ce moment-là et la température a commencé à chuter et elle s'est stabilisée à la température de l'air ambiant que j'avais au moment du départ. Donc, en fait, même si c'est un très faible flux, ça permet d'éliminer une éventuelle concentration de chaleur entre le bouclier et le corps du Solex. Et puis, bien sûr, je le trouve très, très beau. Ça, c'est un effet esthétique. Bon, les projets, en attendant les optiques, je continue toujours à regarder un petit peu ce que je peux faire comme amélioration actuellement. Donc, je vais certainement faire aussi un petit bouclier pour les caméras parce que je les ai laissés indépendants par rapport au Solex et puis au bouclier que j'avais fait parce que tout le monde n'a pas la même caméra, il y a différentes positions. Je ne sais pas si ça sera utile, peut-être que Christian pourra nous le dire. L'alignement de la caméra sur la fente, comme la caméra, la fente va être montée réglage usine, on va dire, ça se règle au départ. Par contre, la caméra, il faut l'orienter à chaque fois qu'on va la repositionner parce qu'elle ne sert pas uniquement à faire des photos solaires. Donc, je me demandais si un petit système de réglage fin sur le tube support caméra pouvait être utile. Ça, j'attendrai de voir un petit peu ce que ça donne. Je ne me rends pas compte de la difficulté à bien aligner le spectre sur la bonne colonne des pixels. Et puis là, je commence à regarder un petit peu aussi pour le Starex, mais ça, c'est une autre aventure. Et puis, toutes les idées seront les bienvenues. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, c'est bon, c'est assez rapide. Le vernier est déjà utilisé. Donc, ça, je sais qu'il y en a qui ont déjà fait ce système. Et puis maintenant, s'il y en a qui ont des questions, ou s'il y en a j'avais déjà partagé les fichiers du vernier. S'il y a des personnes qui sont intéressées par la protection solaire, il n'y a pas de souci, ils seront à disposition aussi. Et voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Xavier. Là, il faut que je stoppe. Ouais. Non, mais ça, je peux stopper là, voilà, il n'y a pas de souci. Ok, il n'y a pas de souci. Ce que je propose, c'est que s'il y a des… Alors, j'ai vu passer des questions dans le chat, on peut peut-être y répondre, ou simplement, vous pouvez aussi mettre en route votre micro et puis discuter, vous poser des questions à Christian, ou à Stéphane, ou à Xavier, ou à François, comme vous voulez. Je peux dire un petit mot, peut-être? Vas-y, Christian. Ah, pardon, oui, non, je ne savais pas, c'est compliqué ce truc-là, c'est pas limpide la bascule, muet, etc. Moi, j'ai pas mal de choses à dire quand même sur ce que j'ai vu, quand même, d'abord en préliminaire, mais avec un point de vue très utilisateur, parce que j'ai la chance d'utiliser
utiliser Solex, donc je vois très bien ce qu'il en est. D'abord, je voulais dire à Xavier que d'ici, allez, 2 ans, 3 ans, allez, à peu près, il y aura une statue au nom de Xavier Dupont dans pas mal de mairies. Voilà, parce que le travail que tu as fait est très utile, tu vois. Et donc, parce que moi, j'utilise beaucoup évidemment cet instrument et je sais que le positionnement n'est pas une chose simple. J'ai fait un peu l'impasse dessus. Enfin, vaguement, je me suis dit, bon, voilà, comme je bricole, vous avez vu. Mais là, ce que tu as fait, beaucoup de gens l'utiliseront et même ça devrait être officiellement dans le projet, quoi, si tu veux. Donc, il faudra qu'on, d'ailleurs, ce sera une remarque que je ferai à un moment donné. Donc, bravo à ça, parce que je le dis à tout le monde, inspirez-vous de ce qu'il a fait, il faudra voir au niveau des fichiers, etc. Mais c'est très important. Ensuite, Xavier, j'ai encore un élément à te dire vis-à-vis de la ventilation et tout ce que tu as mis. D'abord, ça me paraît très bien. Tu as bien senti la difficulté qu'il y avait à thermostater, entre guillemets, l'instrument. Je vais te faire une remarque pour le futur, et comme tu es très actif, je vais te donner un challenge un peu compliqué. Disons que, je l'ai dit rapidement, c'est pour ça que d'ailleurs j'en ai parlé un petit peu, c'est pour ça que j'ai fait ma présentation, le point sur Solex, Starex, etc. Alors, je suis allé très vite, mais j'ai souligné un endroit qui avait des problèmes thermiques, parce qu'on observe la nuit. Et d'ailleurs, ça fera d'ailleurs un pont avec ce qu'a dit Stéphane aussi. Donc, les dilatations thermiques sont un problème. Il faut régulièrement refocaliser. Il faut faire attention à ça. Entre le réglage qu'on fait de jour et celui qu'on fait la nuit, c'est moins grave sur le soleil parce que le soleil, comme tu l'as montré, on n'a pas une gradient très, très forte, si on se débrouille bien au niveau des couvertures, etc. La nuit, c'est plus critique. Et donc, le challenge, c'est de dire, ben oui, mais peut-être pourquoi pas stabiliser thermiquement le spectro de telle manière à garder une certaine température plus raisonnable que, voilà. Je ne sais pas si c'est possible, mais voilà, avec une résistance chauffante, un ventilateur. Enfin, voilà, une idée, quoi. Hein, voilà. Et ça, franchement, pour un projet comme celui-là, ça peut être très marrant et très original, en fait, et sûrement efficace. En plus, voilà. Je dois dire que j'y avais pensé, alors peut-être pour la partie Solex, c'est-à-dire que quand on met un ventilateur, après il y a toujours la possibilité de mettre un petit variateur, parce que ça je l'ai fait pour mes ventilateurs sur le télescope principal. Donc j'ai 3 ventilateurs pour lesquels j'ai fait un asservissement de la température. Et éventuellement, avec des montages à base de thermistance ou autre, on pourrait peut-être faire une petite régulation et une variation déjà de la ventilation, de l'aspiration pour réguler un peu le flux. Donc ça, par contre, il faut que j'approfondisse parce que ce n'est pas des choses que je maîtrise beaucoup, mais qui ne sont pas forcément très complexes à mettre en œuvre. Alors, comment dirais-je, la régulation de jour est sûrement importante, mais l'expérience montre, là c'est mon expérience qui parle, que tu n'as pas nécessairement, si tu protèges, la stabilité globale du spectro est assez correcte. Si on ne protège pas, c'est dramatique. Hein. On voit le spectre fil dans tous les axes. C'est vraiment très spectaculaire. Et avec Valérie, on a pas mal observé ensemble aussi là-dessus. On s'est fait peur, quoi, hein. Vraiment. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? On a des images d'ailleurs qu'elle pourrait montrer, des images qui sont assez spectaculaires de ce côté-là. Donc, en fait, voilà. Mais la nuit, par contre, ouais, la nuit, c'est très particulier. Hein, c'est très, mais je le souligne. Alors, je voudrais rebondir sur Stéphane parce qu'il a parlé du carbone. Très intéressant. Pas facile pour tout le monde peut-être, où il faut oser un peu, mais pourquoi pas. Alors là, par contre, j'ai une remarque à faire ici. C'est qu'il y a des parties qui sont sensibles et des parties qui sont moins sensibles que d'autres. Les parties sensibles, en fait, sont les tubes. En fait. C'est tout ce qui va être la liaison entre la caméra, enfin le tube caméra et le tube collimateur. Ce sont des pièces qui ont à peu près cette longueur-là. Et ce sont elles, quand on fait les calculs, hein, qui vont poser le plus de problèmes en termes de dilatation et de défocalisation du spectre. Je parle surtout d'ailleurs là, encore une fois, la nuit, en fait. Hein, d'accord, je suis plutôt pour les nocturnes, je dirais. Hein. Le solaire est beaucoup moins sensible. Le solaire, le spectro est assez stable quand même. C'était une bonne surprise, enfin, j'avais un bon espoir, mais une bonne surprise. Par contre, et donc, s'il faut faire des pièces en priorité en carbone, qui sont difficiles à faire peut-être, ou moins faciles, en tout cas, pensez que c'est plutôt ces pièces-là parce que ce sont les pièces sensibles, c'est les pièces actives, c'est celles qui font les focales, quoi, et les tirages, quoi. Le boîtier lui-même, bon, à la limite, bon, ça c'est bien, mais c'est surtout les tirages qui sont vraiment intéressants. Voilà. Maintenant, si on fait tout en carbone, c'est parfait. Je crois que tu auras un très bon retour d'expérience à faire, Stéphane, sur ta réalisation en carbone, quoi. Ça me paraît
me paraît assez important. Voilà. Merci. Voilà. Après, pour finir sur Stéphane, parce que comme j'ai la parole, enfin, la motorisation, c'est aussi une statue à te mettre aussi parce que c'est extrêmement pratique par expérience. Après, il faudra que tu vérifies qu'il n'y a pas, enfin, quand tu auras les optiques, on va vérifier qu'il n'y a pas de jeu, ou éventuellement faire une compensation de jeu, tu vois, ce genre de choses, quoi. Mais si tu vas toujours dans le même sens, etc. Et en tout cas, ce que j'ai vu, ta démo était bien. Et on est typiquement dans l'esprit de ce qu'il faut faire. Et je pense que ça va très, très bien marcher aussi. C'est un confort d'utilisation qui sera bien. Voilà. Je finis enfin pour dire que les utilisateurs qui vont vouloir être très, très, très efficaces sur le soleil auront besoin soit de l'index de Xavier, soit du moteur de Stéphane, soit et aussi, si on veut aller dans l'UV, par exemple, peut-être une focalisation, une motorisation de la focalisation de la caméra avec un hélicoïdal. Ça, c'est quelque chose qui peut être dans le futur. Je dis ça aux bricoleurs, parce qu'il y en a beaucoup, qui peut être utile parce que le chromatisme de l'optique fait que, effectivement, si on est net dans le rouge, on ne sera pas dans l'ultraviolet. Et donc, si on veut vraiment automatiser l'opération et rendre l'usage même vraiment d'un confort extraordinaire, si le TS est bien adapté aussi, alors là, on peut faire ça. Voilà, c'est l'ensemble des choses que je voulais dire, quoi. Après, on dira à la fin, je pense, un truc, c'est important, comment rassembler toutes ces bonnes idées pour en faire quelque chose qui soit commun et distribué et lisible, quoi, par les gens, quoi. Voilà, mais on en reparlera à la fin, je pense. Bon, merci. Alors, après, je ne sais pas s'il y a des questions à poser à Christian, à Xavier, à Stéphane ou à François. Alors, je n'ai pas trop regardé sur le chat, c'est ce qu'il y avait comme question. Stéphane, j'ai une question pour toi. Bonjour. Je l'ai mis sur le chat, mais je la pose en direct. Sur le capot, tu as réduit le diamètre du trou d'accès au réseau. Si je comprends bien, on ne peut pas retirer le réseau par-dessus, du coup, sans démonter le capot, c'est ça? Alors, je vais remontrer mon dispositif. Peut-être avec votre caméra, ce sera plus facile. Ton capot vient sur le capot d'origine de départ. Voilà, donc vous voyez les deux, la partie basse et la partie haute originelle. Et Oui. ensuite, j'ai rajouté une troisième couche ici qui est mon support moteur. Donc, la partie moteur ici. On voit les deux rainures ici pour pouvoir déplacer d'avant en arrière la motorisation. Et alors, la manette, comme vous pouvez le voir, j'ai réduit sa taille de manière à ce qu'elle soit comprise dans la taille globale du Solex et surtout pour pouvoir insérer ma partie crantée et que ça ne prenne pas trop de place au niveau du Solex. Maintenant, côté pile de la manette, vous avez vu dans les slides qu'en fait, l'ouverture qui se trouve ici, le petit rond central qui permet d'accéder au réseau, eh bien, effectivement, j'ai réduit le diamètre de manière à n'avoir plus que les deux vis que l'on voit ici qui sont solidaires du réseau. Et en fait, effectivement, si on essaye d'enlever, on ne sait plus enlever le réseau comme ça. Alors, c'est vrai que je n'avais pas pensé à ce détail. Si on veut changer de réseau pour passer en Starex, par exemple, eh bien, il faut démonter toute la partie motorisation pour pouvoir accéder effectivement au réseau. Donc, c'est vrai que ça pourrait être une chose à améliorer. Parce ouais. Il suffirait peut-être, donc, en reculant le moteur, si on a, au lieu d'avoir cette restriction du diamètre, une sorte de rondelle qui se met à la place et puis qui soit accessible depuis l'extérieur, avec seulement de manière à éviter de démonter tout le capot, quoi, hein. Oui, alors le fait d'avoir fait ça, c'était surtout pour pouvoir éviter que, vous l'avez peut-être déjà vu si vous avez déjà imprimé votre Solex, il y a une certaine résistance pour pouvoir faire tourner la manette en fonction du serrage des vis. Moi, évidemment, pour que mon moteur ne doive pas trop forcer et puisse faire tourner la manette,
C'est pour ça que je me suis affranchi de ces deux vices-là. C'est toujours la bagarre entre le jeu Oui, et la limitation du jeu et l'autorisation du jeu pour que ça marche. oui, tout à fait. Compromis, on pourra le trouver peut-être quand on aura les éléments après. Oui, bah oui. Ok, merci Stéphane. Oui, je t'en prie. Alors, on a aussi une question qui pourrait être, je pense que c'est peut-être Christian qui va répondre là, une question de Jean-Louis sur un petit mot peut-être sur le filtrage, filtre neutre ou hélioscope. Est-ce que tu as des précisions à donner à ce niveau-là? Active ton micro, Christian. Ouais, ça y est, je crois que je l'ai réactivé. Ouais, c'est une question délicate parce que le problème de sécurité et de confort d'utilisation est fondamental. Vous avez vu qu'il y a eu pas mal d'échanges sur cette question-là. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu stabilisé dans le sens où deux solutions s'offrent. La première consiste à utiliser un filtre qu'on met devant la lunette. Les bons filtres, par exemple les filtres Bader, s'avèrent être très, très efficaces pour couper l'infrarouge thermique, qu'on ne voit pas à l'œil, mais qui chauffe quand même la fente et l'instrument de manière générale, le plastique éventuellement. Avec quand même un inconvénient, évidemment, c'est celui du prix, éventuellement, si le diamètre est grand, et encore, faut-il trouver le diamètre. Moi, j'ai fait pas mal de manips, même, je ne vous dis pas tout ce que j'ai fait, mais enfin, je l'ai fait pas mal avec des films que j'ai achetés chez Edmund, etc. Bon, j'ai rien trouvé de très satisfaisant. Finalement, le plus efficace a été le filtre Bader de 50 mm, mais c'est limité à 50 mm. La vraie solution enfin la solution, pas la vraie, une solution, parmi l'autre, c'est l'hélioscope, effectivement. Et l'hélioscope, effectivement, il y a eu des surprises dans le sens où, effectivement, on s'est aperçu que les fabricants avaient leur stratégie pour filtrer finalement quelque chose de relativement simple. C'est-à-dire qu'en gros, on a une plaque de verre, puis on réfléchit à les 5% de la lumière. En gros, alors après, il y a l'histoire de la polarisation, justement, qui pose des problèmes. Mais certains ont fait un peu de zèle en essayant en même temps de se servir de cette réflexion pour pouvoir moduler l'intensité. Ça, c'est surtout pour les observateurs visuels, en fait, le confort visuel de l'observation, mais qui ne nous concerne pas vraiment. En fait, nous, notre objectif, c'est quand même d'avoir un flux relativement modeste pour ne pas chauffer, mais en même temps fort pour pouvoir quand même alimenter le capteur avec tout ce qui passe entre les deux. Et donc, voilà. Donc, les hélioscopes, aujourd'hui, pour moi, j'utilise exclusivement ça. Après, il y a eu effectivement, entre le TS qui a se posé ce petit problème de polarisation interne, mais que j'ai recommandé au début parce que, et je recommanderai toujours d'ailleurs, on limite, parce qu'il n'est pas cher, mais en même temps, effectivement, il y a cette difficulté de transmission qui est un peu inférieure à celle que l'on devrait avoir si on avait un hélioscope standard, genre Bader, enfin les Lund, etc. J'ai vu aussi les Hercule, je crois. Enfin, il y a un certain nombre de produits qui existent. Le TS ne posera pas de problème en réalité dans 90% des situations, c'est-à-dire que si on observe sur H-alpha, sur le sodium, etc., il y a guère que si on va dans l'UV et si on utilise la configuration maximale, c'est-à-dire une configuration dans laquelle on met l'objectif 225, la fente la plus étroite, la fente standard, là, il faut faire un petit peu attention. Et de toute manière, ce mode-là, dans l'UV en particulier, est toujours délicat. J'aurai l'occasion d'y revenir dans une autre conférence, dans notre sujet. On ne va pas tout faire là, mais on verra comment on peut mieux l'utiliser. Mais voilà, donc sinon, enfin, il n'y a pas trop de problème de flux de manière générale. Donc c'est assez souple. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, qui était un peu générale, mais s'il faut préciser, je veux bien le faire. Voilà. Oui, Christian, à propos des filtres Bader, il en existe deux. Il en existe un qui est visuel et l'autre qui est photographique. Lequel conseilles-tu de prendre dans notre cas? Alors attention, vous m'entendez là, j'espère. Attention à ça, c'est-à-dire que moi, quand je parlais du filtre Bader, c'était des filtres en verre, teintés dans la masse, éventuellement avec un traitement en coating sur les surfaces. Là dont tu parles, je pense que c'est les filtres minces, en fait, d'accord, pelliculaires. Les souples, là, oui. Voilà, exactement. Et donc, il y en a deux, effectivement. Alors, attention ici, le photographique, il est trop absorbant de manière définitive. Il faut utiliser le visuel, d'accord. Si on doit l'utiliser, il faut utiliser le visuel.
Le malheur, c'est que c'était une bonne solution, mais même le visuel, il est trop dense pour utiliser avec… en gros, Solex, c'est un filtre. Hein. C'est un filtre très efficace, hein, d'accord, en soi, et qui vraiment isole une région. Et donc, il faut quand même un minimum d'énergie pour pouvoir alimenter correctement. Et le problème, surtout, que l'on veut avoir des temps de pause très brefs pour pouvoir faire un scanning en un temps raisonnable. C'est ça la difficulté, en fait. Sinon, on peut travailler en plein jour ou la nuit, vous avez vu des galaxies, etc. Donc, on peut faire des choses vraiment très faibles. Mais il y a une contrainte pour le solaire. Donc, du coup, les astrosolars, notre ami Bader, hein, il faut prendre au minimum le photographique, hein, et encore lui est trop faible. Alors, les tout premiers, historiquement, hein, les toutes premières images que j'ai fait avec Solex, hein, c'était avec un Bader. Hein, d'accord, hein. C'était avec un Bader, avec la petite EvoGuide, la toute petite caméra, la petite lunette. Et on a fait des choses avec ça. Et ça a marché, en fait. Hein, voilà, quoi. Mais c'était au tout début, alors avec une courte focale. J'ai montré une loi qui n'est pas facile à comprendre et qui n'est pas facile à saisir. C'est que le temps de pause, en fait, est proportionnel au cube de la focale, en fait. Hein, d'accord, hein, donc ça va très vite. Donc c'est pour ça que quand on utilise la petite EvoGuide, qui a une focale de 230, je crois, enfin, je ne sais plus trop, quelque chose comme ça, c'est très court. Et donc, on peut scanner facilement. Et même si on filtre pas mal à l'entrée, par exemple avec le filtre Bader, hein, eh ben, on s'en sort. Et donc, ça peut être utile pour les gens qui veulent débuter. Alors, vraiment au minimum, et ça marchera. Par contre, si on utilise une lunette de 450, en fait, le rapport 450 sur 200 au cube, et là, vous apercevez qu'il y a un problème. Quoi. Ça explose tout. Quoi. Et on n'y arrive plus. Alors, je ne vous dis pas si vous mettez un mètre de focale, etc. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, tout dépend de l'instrument qu'on a finalement. Mais de manière générale, malheureusement hein, les Baders sont, pour une utilisation standard, je dirais, sont un peu trop absorbants. Astrosolar. Hein. Merci. Alors, il y a une question aussi pour toi, Christian, de Jean-Louis, qui concerne en fait l'image que tu avais fait voir tout à l'heure sur l'image du flux magnétique dans tes images. Le fait, alors je cite la question, le fait de ne pas voir le sens du flux est-il couplé à la polarisation de la lumière? Si oui, y aurait-il un intérêt à prendre deux images à 90 degrés de polarisation? Ouais, alors ça c'est une super question qui demanderait en gros 2 heures d'explication. Non, j'exagère, mais elle est passionnante, elle est intéressante et justement, je n'y ai pas trop répondu parce que c'est quelque chose que enfin, je peux répondre, hein, mais d'ailleurs, je vais répondre un petit peu. Mais c'est un vrai sujet, c'est la polarimétrie et le magnétisme, c'est quelque chose de très, très nouveau pour beaucoup de gens. Mais en fait, très amusant et physiquement assez génial. En fait. Bon, alors donc, oui, si on fait la mesure avec deux polarisations à 90 degrés, entre guillemets, on peut mieux mesurer le champ magnétique. Et en particulier, on peut même mesurer le signe, le sens. Sauf que ce n'est pas une polarisation rectiligne. Quand vous prenez un appareil photo, vous mettez des polariseurs que vous pouvez acheter dans votre magasin photo, etc. Ça permet d'atténuer le fond de ciel, etc. Donc, c'est des choses qui tournent devant. Ça, c'est la polarisation rectiligne. Pour pouvoir sentir le champ magnétique solaire, en fait, il faut la polarisation circulaire. Un sens à droite, un sens à gauche. Donc, du coup, ce n'est pas tout à fait standard par rapport à la polarisation telle qu'on peut l'entendre. Donc, on ne peut pas raisonner en termes de 90 degrés, etc. En fait, c'est beaucoup plus simple que ça, en fait. C'est-à-dire que, quand tout à l'heure, j'ai dit en demi-mot qu'un jour, on fera un polarimètre, c'est-à-dire qu'on mettra entre la caméra et l'objectif, dans cet intervalle-là, on mettra un petit élément, gros comme ça à peu près, et qui fera la polarisation justement circulaire, variable, avec deux orientations. Et comme ça, on pourra éteindre le côté droit, le côté gauche de la raie, enfin des raies du fer qui nous sont les plus actives en fait, et comme cela, réellement faire des mesures différentielles et avoir le champ magnétique, mais vraiment l'absolu et de manière précise. Quoi. Voilà. Donc ça, mais ça demande un peu d'optique et un peu d'adaptation. Moi, ce que j'ai fait pour cette manip solaire, ce que je n'avais pas nécessairement senti et qui n'est pas tout à fait évidente, c'est qu'on utilisait plutôt l'aspect photométrique de la raie, en fait, qui est légèrement déformé, mais très subtilement. Et en faisant bien attention à ce qu'on observe, on peut arriver à détecter que la raie se déforme légèrement et que cette déformation, en fait, c'est l'effet Zeeman et qui crée justement là, pour le coup, un élargissement, là où il y a le champ magnétique. Et donc, du coup, on peut le détecter comme ça. Mais ce n'est pas une vraie mesure, c'est une détection, ce n'est pas de la mesure. Pour faire de la mesure, il faut mesurer le champ magnétique, donc avec la polarisation. Mais là, c'est un gros sujet. Donc, encore une fois, polarisation circulaire. Et ça, c'est facile. Enfin, c'est facile. Alors là, je vous le dis tout de suite,
on va chez Edmund, on achète une lame Cardon, un polariseur rectiligne, ça se découpe au ciseau, ça coûte 30 €. Et avec 30 €, parce que c'est toujours l'esprit du Solex, vous allez fabriquer un polarimètre, un truc qui vous donner des qualités professionnelles encore plus élevées à votre instrument. Mais ça, je le réserve pour la suite. Voilà. OK. Est-ce que vous avez encore d'autres questions à poser à Christian, à Stéphane, ou à Xavier, ou à François? J'ai une question à Christian concernant la démo qui était faite dans le dossier Solex pour travailler de part et d'autre de la RH alpha, donc un tout petit peu dans le bleu, un tout petit peu dans le rouge, afin d'en faire la soustraction pour obtenir une espèce de relief en vitesse radiale de la surface du Soleil. J'avais une question. Dans quel sens on soustrait finalement? Est-ce qu'il y a un sens déjà? Et comment doit-on procéder au niveau des fichiers images pour faire la soustraction? Est-ce que je dois faire bleu moins rouge ou rouge moins bleu, quoi, en gros? Ah bah écoute, je ne sais pas. Enfin, si, je sais. Non, disons que… Si, non, mais bon, il faut aller voir dans les bouquins de physique solaire. Alors là, on est vraiment dans le truc de l'observateur solaire pur. Et donc, il y a un standard. Alors, je ne sais pas si vous faire rouge vers bleu ou bleu vers rouge. À la limite, c'est pas grave à partir du moment où tu mets une échelle graduée. C'est-à-dire que tu dis, quand je fais rouge vers bleu, moins rouge vers bleu, l'intensité que tu observes, ça veut dire que la matière vient vers toi ou recule, quoi. Donc, en fait, il suffit de mettre un signe, d'accord? Et donc là, il faut réfléchir un petit peu à l'effet Doppler, en fait, qui se passe, en fait. Hein. Donc, quand tu dépasses vers la rouge, la matière s'éloigne et vice-versa. Donc, en fait, à la limite, c'est presque un problème de graduation de graphe, si tu veux, plus qu'un problème de standardisation, tu vois. Voilà. Il n'y a pas de norme, quoi. D'ailleurs, si tu mettais ce codage en rouge ou en bleu ou en gris, personne ne saurait vraiment te le décoder, quoi, vraiment. Je crois même les pros coder les couches mi, etc., ils ne sont pas capables nécessairement de te dire exactement la bonne formule, si tu peux dire. Par contre, si tu mets l'échelle, là, tu as gagné, quoi. Voilà. Donc, ma réponse est plutôt comme ça que je la ferai. Tu vois. Oui. D'accord. J'ai fait le Alors, après, oui. Alors, ça, c'est l'aspect mesure de vitesse sur le Soleil, hein, qui est très intéressant. Alors là, le coup, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai… En parenthèse, c'est pour ça que j'ai plutôt travaillé sur le petit doublé de 125 mm que j'ai ajouté. C'est parce que je voulais faire ça, en fait. C'est-à-dire que je voulais avoir une résolution maximale sur l'arrêt H-alpha, en fait, pour pouvoir découper la forme de l'arrêt de telle manière à faire ce genre d'observation, en fait, voilà, que je peux exploiter. Donc, on pourrait, dans l'idéal, mesurer la vitesse d'un éjecteur? Ah, complètement. Alors là, ça va rejoindre un peu la question que j'ai passée à Xavier, en fait. Bon, tout se rejoint un petit peu. Hein. C'est que pour faire ça, et moi j'ai eu des mauvaises surprises avec ça, on peut être très précis, il faut être très précis, il faut vraiment travailler à une fraction de pixel près. Tu imagines que si tu as un scanning du Soleil qui dure pendant 2 minutes, par exemple, si la température change, c'est mort. Ouais, tu as une dérive. Alors voilà, ça peut être mort. Alors en vérité, ce n'est pas tout à fait mort, mais je n'ai pas travaillé dessus. C'est un sujet qu'on a pu discuter aussi à l'ERI, c'est de repérer toujours la position des raies, en fait, c'est-à-dire d'avoir une position moyenne sur laquelle on se cale tout le temps, même si ça dérive, c'est pas grave, on le rattrape en quelque sorte. C'est comme le rattrapage en ciel profond quand tu rattrapes une étoile sur un pixel, hein, d'accord. Hein. Mais n'empêche que ça, c'est des problèmes, on rentre à ce niveau-là, quoi. C'est-à-dire que quand ce que tu es en train de parler, si tu veux faire des mesures très précises, il faut être précis à mieux que le pixel, et donc la stabilité doit être meilleure que le pixel à la limite. Voilà. Donc oui, mais ça c'est un vrai sujet. Alors là, ce que tu dis là, je pense que les gens comme toi et d'autres, hein, vous allez faire, je suis sûr, des jolis graphiques, des jolis algorithmes et des jolies applications. Mais en fait, là, pour le coup, c'est en utilisant l'instrument qu'on s'aperçoit des choses, quoi. Voilà. Et donc, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines, quoi. Ok, merci. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on va peut-être clôturer là ce deuxième atelier parce que ça fait déjà 1h45 que ça a commencé. C'est très bien, c'était très enrichissant. Je profite juste d'un dernier petit mot pour vous dire que j'ai reçu pas mal d'entre vous des images de leur propre réalisation, donc de leur Solex. Le but étant justement que je récupère un maximum de photos des Solex qui ont été faits par les uns et par les autres, de façon à pouvoir créer après un grand poster. Alors, dans l'idéal, ce serait d'avoir les 157 Solex qui vont être réalisés. Je sais que dans la pratique, ça ne sera pas le cas, mais voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer à mon adresse mail perso vos photos de Solex et puis aussi votre autorisation
de citer votre nom ou pas sur ce futur poster qu'on va réaliser, quoi. Voilà, je ne sais pas, Christian, François, Ouais, Xavier, vous avez d'autres mots à le, dire? le poster, c'est très important parce que c'est une belle image. Vous imaginez, vous m'entendez là, en fait, c'est bon? Oui, 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 c'est bon. Si vous faites un poster comme celui qui est en train d'entreprendre avec vous, d'ailleurs, hein, bien sûr, euh, François et Olivier surtout, ici, on montre ça aux Américains, on leur dit, bah, regardez ce qu'on fait en France, quoi. Et donc là, bon, on va gagner, quoi, parce que les mecs, ils vont dire, attends, on ne peut pas rester comme ça, comme des gros nuls, quoi, si vous voulez. Donc ça, c'est tout à fait bien. Et ça, pour notre pays et pour nous, enfin, c'est super génial. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup, hein, voilà. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est un peu connexe. C'est un truc que j'ai abordé, mais très rapidement, c'est la mutualisation des fichiers, des données. Je n'ai pas réfléchi beaucoup, on en a un peu parlé sur la liste. Sachez que c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille. Et pour le prochain atelier, j'espère qu'on aura des solutions ou qu'on aura des réflexions suivantes pour commencer à faire quelque chose, une base de données, une base de connaissances qui est extrêmement importante parce qu'il y a énormément de choses. Et alors, c'est ce qu'on a aujourd'hui, mais quand vous allez commencer à observer, à avoir des idées et des astuces ou des problèmes, des questions-réponses, etc., là, ça va devenir absolument capital, quoi. Donc, là, il va falloir travailler là-dessus. Voilà, c'est Ok. fini. Ben, merci Christian, merci Xavier, merci François, merci Stéphane pour votre contribution à ce projet. Quelqu'un veut rajouter quelque chose avant qu'on clôture? François, non? Oui Moi, c'est juste, enfin, je suis émerveillé par tout ça, juste sur le ton de la boutade, en disant, bon, restons calmes, restons calmes. Mais ce que je retiens, c'est, ouais, on va aussi faire de la polyramimétrie. Ça me va très bien. Et effectivement, alors, chiche que maintenant, on fait des trucs, on va aller explorer des choses que Christian n'a pas déjà fait. Et faut aller le dépasser par la gauche, là. Merci à tous, c'est génial. Merci. Merci encore à tous et puis à bientôt sur la liste Solex ou sur Facebook pour continuer ce fabuleux projet.